Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. C'est LP. PM. Et aujourd'hui, on s'est réunis tous les trois pour vous faire un super top 10 sur les jeux euro. Donc, c'est la deuxième fois que je fais ce top-là. Je l'ai fait dans les tout débuts de la chaîne, puis j'étais pas un gros joueur de jeux euro à cette époque-là. Fait que ça va avoir pas mal évolué depuis le temps, mais quand même, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ma liste de 2016 ou 2017. Bref, c'est vraiment vieux. Mais, donc, je vais mettre le petit lien en haut là, sur le petit i en haut de la vidéo. Donc, avant de se lancer, les gars, un jeu euro, comment vous définiriez ça aujourd'hui en 2024? Ah ben moi, j'étais sûr que ça dure juste 1h30 comme vidéo. Ben, tu sais, historiquement, c'était opposé à ce qu'on appelait l'Améritrash, là. Fait que l'Améritrash était plus basé sur le thème, avec peut-être un petit peu plus de hasard, plus de confrontation directe. L'euro, il est basé plus sur une gestion stratégique de tes ressources et de tes éléments de jeu. Habituellement, un peu plus abstrait dans son thème, puis un peu moins d'interaction. Donc, pour y aller très, très, très large, là. Ouais. Interaction, j'aimerais rajouter plutôt indirect que direct, en fait. Parce que Ouais, c'est pas c'est vraiment ça. qu'il y a moins d'interaction, mais plus qu'elle n'est pas directement contre la game de l'autre, mettons. Oui, puis on s'entend, je pense que c'est important de souligner que c'est quelque chose qui est devenu très, très flou avec le temps, là. C'en est presque une mode de mélanger ce qu'on appelait anciennement Ameritrash puis Euro dans le même jeu pour avoir beaucoup de hasard à l'intérieur d'un Euro, beaucoup de stratégie dans des jeux généralement associés à l'Ameritrash, comme des Gloomhaven, par exemple, ou trucs comme ça. Ouais, sur un recul de 20-25 ans, je pense que la définition était plus claire, où il y avait aussi moins de styles de jeu qu'on peut retrouver aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, des euros, il y en a un peu à toutes les sauces, mais ça reste quand même un style de jeu qui est populaire. C'est des styles de jeu qu'on appelle souvent des jeux de stratégie, mais qui sont axés un peu plus sur justement le développement, la gestion de ressources, construire un tableau de cartes ou des trucs comme ça. Fait que souvent une petite montée en puissance ou des trucs comme ça qu'on peut retrouver dans ce style de jeu-là. Puis historiquement, les euros, comme on disait, c'était les jeux plus à l'allemande. Fait que c'était associé souvent avec des composantes de bois. Donc il y avait souvent beaucoup de composantes de bois pour justement représenter les ressources puis les différentes choses qu'on pouvait construire ou bâtir à l'intérieur du jeu. Puis versus les Ameritrash qui étaient un peu plus des composantes axées sur le plastique, des dés, tout ça. Fait que ça aussi, c'est moins clair aujourd'hui, mais c'est des choses un peu historiques là, qui définissaient ce style de jeu-là. Fait que je pense qu'on est quand même les trois aujourd'hui des grands fans de jeux euro. Fait que j'ai bien hâte de voir nos listes. À une époque aussi, Ouais. il y avait un côté temps de jeu qui était assez réduit. Un petit peu à l'inverse là, d'un jeu Ameritrash qui avait une fin de partie qui n'était pas prédéterminée. Dans les jeux dans les jeux euros, à cette époque-là, on était toujours dans des jeux à temps très limité. Là, tu sais, là, on s'en sortait là, habituellement pas plus que 2 heures, tu sais, on va dire. Ouais. Aujourd'hui, c'est complètement plus le cas. C'est quasiment l'inverse aujourd'hui. Mais bon. Ouais. Super. Donc, on se lance. Top 10 jeux euro. Qui veut commencer? Ouais. Je peux y aller? Moi, dans le fond, Vas-y avant de donc, ouais, commencer, une petite précision. Moi, j'essayais de ne pas juste prendre mon top 100 puis de prendre les 10 premiers euros puis de faire une liste avec ça. J'essaie d'aller un petit peu ailleurs, même s'il y en a évidemment qui vont venir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans 10 mécaniques. J'ai pris un jeu qui, je trouve, représente bien cette mécanique-là. Puis évidemment, un jeu que j'aime beaucoup en plaçant, là, une fois que les 10 jeux ont été sélectionnés en les plaçant. Le premier, celui que j'aime le plus, puis en montant comme ça jusqu'au 10e. Fait qu'en 10e, c'est le premier que je suis même pas sûr si c'est vraiment un euro. Mais tu sais, les euros, on parle souvent de l'aspect abstraction du jeu. Ben, c'est pour ça qu'il est 10e aussi. Fait que le premier, j'ai été vraiment dans ce qu'on va appeler les jeux
abstraits. Fait que ce soit à 2 ou à plus, là, mais des jeux où l'objectif, c'est juste de déjouer la tactique de son adversaire et de l'éliminer ou de le faire sortir du plateau, whatever. Fait que dans mon cas, j'y étais avec That Time You Kill Me OK. comme premier choix. Qui est un jeu de confrontation qui se joue à 2, puis il y a des espèces de petits règles pour jouer à 4, une espèce de module secondaire qui n'est pas officiel. Mais donc, un simple jeu de type là, dans la famille des jeux d'échecs, là, fait que vraiment dans l'abstraction pure, où on a une thématique de voyage dans le temps, mais qui n'est pas très importante, où on a grosso modo 3 plateaux de jeu, une série de pions. On essaie de positionner ces pions pour piéger son adversaire, puis l'éliminer, le sortir du plateau, jusqu'à temps que on soit présent aux 2 des 3 plateaux, puis pas notre adversaire. Là. Dès que notre adversaire est présent sur juste un des 3 plateaux, ben, on va gagner la partie. Puis il y a une thématique, il y a une twist intéressante où on peut se déplacer d'un plateau à l'autre. Quand on avance dans les plateaux, on peut tout simplement se déplacer, mais quand on recule dans les plateaux, on va créer des nouvelles pions. Fait qu'on a une petite gestion du nombre de pions qu'on va avoir sur le plateau qui est importante à faire parce qu'à un moment donné, si on n'en a plus assez, ben pour l'autre, ça va devenir facile de nous éliminer. Puis à ça, on a 4 boîtes de composantes qu'on peut rajouter au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu pour rajouter différentes couches de tactique et de stratégie à l'intérieur de ce jeu-là. C'est donc pour moi une merveilleuse trouvaille là, dans la catégorie des jeux abstraits. OK. Moi, tu vois, je le qualifierais pas comme un euro, mais Ouais, c'est pour n'ayant ça pas que joué. dixième. Ouais. Parce que à ce titre-là, est-ce que les échecs seraient un rouge? Non. Ah, j'ai lu des textes discordants sur le sujet pas plus tard qu'aujourd'hui. J'essaie de Ah ouais. savoir si échec est un Fait euro. que tu nous mets ça justement pour brasser la cabane. Ah, la C'est ça discorde. qu'on est en train de faire. Exactement. Exactement. Pour semer la discorde dans le Discord. Voilà. Ah, wow, on aime ça. Fait que On toi, pourrait faire un bel en-tête clickbait avec ça, David, peut-être? est-ce vraiment un top 10 euros? Parfait. Mais c'est le seul, je pense, qui va causer controverse. OK. Pierre-Marc? Moi, mon numéro 10, je suis allé avec un classique plutôt que de controversé. Un jeu qui, pour moi, représente justement cette ère-là, cette fleur de l'âge de l'euro, avec un auteur qui s'est placé comme un des pionniers de ce style-là, Stefan Feld. Et je parle de un de ces jeux que moi, je préfère, qui est Bruges. Il a été réédité d'ailleurs récemment du nom Hambourg. de Hambourg, merci. Je cherchais quelle ville européenne c'était. C'est tellement original des noms de villes pour des jeux euros. Pour moi, lui, il encapsule vraiment bien ce qui est un euro, dû au fait que c'est un des jeux justement où on a on va brasser des dés puis on va pouvoir faire des actions avec les dés. Puis c'est quelque chose qui a été très populaire par la suite. Ça l'était un petit peu avant aussi avec Château de Bourgogne et tout ça. Mais Bruges, en 2013, vraiment, pour moi, amène un look euro. Hein? On a vraiment le look, on a le nom d'une ville européenne. Tu sais, je trouve qu'il y a tout. Il coche beaucoup de cases. Il est pas long. Il y a des interactions quand même bonnes, mais pas direct. Il y en a un petit peu à travers les cartes. Une petite affaire de rien. Puis, oui, c'est ça. C'est un jeu que j'adore. Un petit peu économique, ressources, mais en même temps, il va chercher un petit peu Tu peux faire un petit peu de construction de tableau avec tes différents personnages que tu peux obtenir. Vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup, puis qui vient chercher un petit côté nostalgie pour moi de ce type de jeu-là. Puis l'autre chose que je voulais dire dans le look aussi, c'est que l'artiste Michael Menzel en a fait beaucoup des euros. Là. C'est lui qui a dessiné Dominion, juste pour vous faire un petit contexte. Fait que Bruges, pour moi, il encapsule bien cette catégorie. Super. Mon numéro 10, moi, c'est un jeu assez récent qui est Les Ruines perdues de Arnak. Narak, en tout cas, ce jeu-là. Qui est un jeu où on va devoir monter sur une piste pour faire des études sur un temple. Puis on va devoir transformer des ressources, les upgrader, les dépenser, puis optimiser, dans le fond, nos coûts avec des fois des bonus qu'on va déclencher justement en montant sur les différentes pistes.
Puis c'est un jeu aussi qui va avoir des cartes. Donc on va avoir 2 types de cartes, des cartes items, des cartes artefacts. Fait qu'on va avoir un petit élément, un peu de deck building à l'intérieur du jeu. On va essayer de justement bénéficier des effets de ces cartes-là qui sont tous des effets qui sont différents. Fait qu'à chaque partie, c'est comme OK, mais là, j'ai une partie, je vais avoir ces 2 items-là, puis ces 2 artefacts-là, puis là, je vais essayer de justement là, d'essayer d'optimiser mes affaires pour aller marquer le plus de points. Tu sais, le thème, c'est un thème très euro, là. C'est un espèce de temple à la Indiana Jones qu'on trouve là, dans la jungle, mais tu sais, au final, ça pourrait être une base spatiale, ça pourrait être absolument n'importe quoi, là. Fait que tu sais, le thème est beau, il est cute, mais au final, il reste très plaqué quand même là, à l'intérieur du jeu. Il y a aussi de l'exploration. On va rajouter des emplacements d'ouvriers sur le board en les découvrant. Puis on va pouvoir placer des ouvriers avec les cartes qu'on va jouer pour les moyens de transport qu'on a besoin pour aller aux différents lieux. Fait qu'il y a une évolution aussi du plateau, une évolution dans ton deck, dans ton tableau personnel. Tu vas gagner des tuiles d'assistants. Fait que tu sais, c'est plein de petites pièces, plein de petites mécaniques qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Puis pour moi, je trouve qu'ils fonctionnent toujours bien. Puis celui-là, je trouve c'est pas un euro super complexe, là. Puis je pense que ça peut justement faire un bon jeu initié pour des gens qui peut-être qui jouent à des jeux familiaux puis qui veulent avoir de quoi d'un petit peu plus corsé. Puis là, tranquillement, tu peux les emmener vers des jeux plus complexes avec ça. Fait que je pense que ça fait une belle porte d'entrée. Il se prend bien en main. Il y a une belle production quand même pour 1 euro. Là. Le matériel il est vraiment sa coche. Un beau visuel aussi. Puis il y a des super belles extensions aussi. On va vraiment continuer à maintenir le jeu et à le développer avec des extensions, des campagnes solo en duo avec les personnages asymétriques. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites, même si c'est un jeu de 2020 qui est assez récent. Je pense que pour moi, ça devient un de mes classiques modernes. Là. Fait que en 10e position, les ruines perdues de Arnak. Tu me fais un mix match français-anglais. Ouais, c'est ça. En français, c'est Narak, je pense. C'est ça, je le lis là en anglais, mais dans ma tête, je le dis en français, fait que des fois, je me mélange. Non, mais c'est correct, Narak, c'est vraiment pas intuitif. Non, c'est ça. C'est pas mieux. Donc, numéro 9. Numéro 9, ma prochaine mécanique que j'ai choisie, c'est une mécanique que j'aime pas beaucoup habituellement dans les jeux, mais qui est qu'on retrouve quand même souvent dans les jeux euros, c'est-à-dire l'enchère. Fait que donc, j'ai un jeu d'enchère et j'ai nommé Skyrise, que j'aime beaucoup. Donc, Skyrise, jeu piloté purement dans l'enchère avec ce qu'on pourrait qualifier peut-être un peu de contrôle de territoire, une majorité d'une certaine façon, où on va essayer d'aller prendre possession de différents terrains dans une ville futuriste ou steampunk un peu. Et pour faire ça, chaque joueur va avoir une série de bâtiments avec différents numéros qui varient d'un joueur à l'autre. Puis on va tout simplement enchérir en plaçant un bâtiment avec le 4 sur le dessus à tel endroit. Puis là, si je veux enchérir plus haut, j'ai juste à placer un bâtiment qui a une valeur plus haute. Puis on continue comme ça, en plaçant toujours adjacent au dernier bâtiment qui a été placé, jusqu'à temps que tout le monde passe à l'enchère. Fait que le bâtiment qu'on va avoir placé, on va le tourner. Fait que là, on va perdre cette possibilité de mise-là à l'enchère. Tous les autres joueurs vont récupérer qu'est-ce qu'ils ont misé. Puis ensuite, moi, je vais recommencer de nouvelles mises. Puis c'est un jeu qui a quand même beaucoup de stratégie à l'intérieur. Parce qu'une fois que tu vas miser quelque part, ça détermine qu'est-ce que les autres doivent miser, mais aussi la direction, parce qu'il y a un aspect physique dans cette enchère-là, il y a un aspect spatial plutôt dans l'enchère, où l'enchère fait une espèce de zigzag dans la ville, puis on va essayer d'aller prendre possession de certaines couleurs de terrain, d'aller prendre des jetons qui vont nous faire progresser sur différentes pistes. Une autre thématique assez euro aussi, là, avoir différentes pistes qui progressent. Qui vont nous déterminer, puis il y a une espèce de croisement à 3 à faire avec le nombre de jetons que je réussis à avoir d'une couleur. Ça détermine les bâtiments qui sont sur cette couleur de terrain-là. Combien de points on va avoir à la fin de la partie. Puis là, il y a des petits twists avec certains jetons cachés, puis il y a certains jetons qui vont être wild. Puis il y a des petits trucs comme ça, mais vraiment un très, très beau jeu d'enchères pure qui me fait beaucoup aimer cette mécanique-là dans ce jeu-là, alors que c'est pas une mécanique que j'aime tant habituellement dans les jeux, mais je trouve que lui, c'est l'aspect spatial qui amène à la phase d'enchère dans le jeu, parce que dans le fond, quand je dis la phase d'enchère, c'est la seule phase du jeu, mais l'aspect spatial qui amène à ça avec le petit pouvoir que tu as éventuellement quand tu débloques ton espèce de bâtiment spécial, chaque joueur gagne un pouvoir qui est drafté d'une certaine façon. Je suis comme plus sûr. Ou que non, tu fais juste piger à la deuxième phase. Tu t'en fais donner un certain nombre en début de partie, mais tu choisis à la deuxième phase parmi ceux que tu t'es fait donner. Fait que tu peux guider en fonction de ce qui s'est passé dans la première phase. Fait que super beau jeu d'enchère, hyper intéressant. Donc voilà, Skyrise, mon chouette numéro 9. Cool. Devrait être moins controversé, celui-là. Ouais.
C'est un bon choix. En plus, nouveau, ça rajoute un peu de nouveauté puis de piquant dans une liste en 2025. Mais nouveau, qui est Puis quand lui, même un remake d'un vieux jeu. Ah bon. puis lui, j'aime ça parce qu'il va dire exactement, tu peux trouver exactement ce dont tu parlais dans l'opposition entre les euros et les Ameritrash parce que tu peux avoir une belle version en bois puis une belle version tout en plastique. Voilà. Ouais. Moi, de mon côté, en numéro 9, j'ai, je crois, le jeu peut-être un des plus récents, on va dire. Puis c'est un jeu euro qui vient chercher, dans le fond, un petit peu remplacer quasiment, je ne veux pas dire remplacer parce que c'est encore un jeu que j'aime, mais Power Grid, il remplace une petite affaire dans mon cœur sur comme quand je veux jouer à Power Grid, finalement, maintenant, je veux un peu plus jouer à celui-là. Il s'agit de Smartphone Inc. en 2018 de Ivan Lachin. Et donc, dans Smartphone Inc., pardon, pas dans Power Grid, on se Justement. construit un réseau. OK? Fait que c'est ça le lien commun pour moi entre les deux. Puis, on doit passer à travers différentes phases. Puis, dans le fond, il faut un petit peu il y a un petit peu de planification parce qu'au début de la phase, on va devoir setter, dans le fond, le prix de nos téléphones qu'on veut vendre. Puis après ça, tout va débouler de ça parce que c'est ça qui va déterminer l'ordre de tour. Puis ensuite de ça, on va aussi déterminer les actions qu'on va pouvoir faire avec un petit puzzle spatial sur notre petite tablette qui est comme en carton, là. Puis avec des jetons. Puis ces jetons-là, même, on va en accumuler des nouveaux. Fait qu'on va pouvoir comme changer le nombre d'actions qu'on peut faire d'un type ou d'un autre au fur et à mesure de la partie. Puis ultimement, dans le fond, c'est qu'on veut s'installer à travers différents endroits dans le monde, différentes régions, pour pouvoir vendre des téléphones, s'ouvrir des marchés et donc vendre des marchandises. Pour moi, c'est un jeu économique dans lequel il n'y a pas une interaction directe, à part que de dire que je suis allé vendre avant que toi tu y ailles. Je suis allé vendre moins cher pour Thundercut. Là. Exactement. Je t'ai undercut, mais je suis pas allé directement. Je t'ai pas empêché, je t'ai pas volé de l'argent. Je t'ai volé des ventes. Je t'ai volé des ventes. Fait que pour moi, lui, il fit quand même dans cette catégorie-là de jeux économiques euro, mais avec une très grande justement interaction là, indirecte. Fait que pour moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans les jeux en général. Je trouve que lui, il fait très bien ça. Puis une de ses grandes forces aussi, c'est qu'il est à son meilleur à 5 joueurs. Puis c'est quelque chose qui est quand même assez rare dans les euros. Les euros, typiquement, s'arrêtent à 4 joueurs, là, très souvent. Lui, c'en est un qui fonctionne très bien à 5 joueurs, en dedans d'une heure et demie, maximum 2 heures. Là, on peut se faire une partie de ça. Fait que c'est mon numéro 9, Smartphone Inc. Puis si jamais on veut jouer à 3, il y a une map aussi qui est faite pour être 3 joueurs. Fait qu'on peut se donner une autre option quand même, mais ça reste assez rapide pour un jeu économique. Mon numéro 9, un bon vieux jeu euro qui a un nom de ville comme titre. Donc, puis il a été réédité récemment. Fait que c'est Yokohama. Qui datait de 2016. Il a été réédité l'année passée, en 2024. Je vais le dire cette année. Il faut changer. On est rendu à 2025 là, maintenant. Donc, Yokohama, on est évidemment au Japon. On va développer la ville de Yokohama. C'est un jeu qu'il y a du placement d'ouvriers, mais il y a aussi du déplacement d'ouvriers. Parce que dans le fond, on a deux types d'ouvriers. On a notre président de compagnie, là, qui est notre ouvrier principal, qui lui va, dans le fond, activer les lieux où il va se trouver. Puis on va avoir, dans le fond, nos petits ouvriers, là, qui sont des cubes, qui sont nos employés là, de compagnie, là, dans le fond. Puis on va avoir un plateau qui a plein de tuiles qui sont tous les emplacements d'action du plateau. Puis dans le fond, on va devoir à notre tour placer soit 3 cubes d'employés sur 3 lieux différents, ou bien on va placer deux employés à la même place. Puis après ça, on va avoir notre président qui va lui se déplacer sur le plateau. Fait que le président va se promener sur le plateau, mais il peut juste se promener aux endroits où on a déjà des ouvriers. Fait que là, il faut penser un peu à moyen terme, tout le temps de OK, mais je vais aller faire cette action-là dans 2 tours, mais là, ça me prend un chemin pour y aller, mais aussi, il faut que je mette des ouvriers parce que le principe que je trouve cool dans Yokohama, c'est le principe de force d'action.
C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux euro, donc d'être capable de faire une action, mais avec une force 2, 3, 4 ou 5. Fait que dans ce jeu-là, on le fait, puis je trouve que ça récompense un petit peu notre planification à moyen terme, de toujours penser 2, 3, 4 tours d'avance, justement, qu'est-ce qu'on veut faire, puis planifier un petit peu nos trucs. Puis on va, dans le fond, pouvoir faire l'action selon le nombre de pions d'employés qu'on a, plus notre président. On va aussi pouvoir installer des maisons de commerce, des shops sur les différentes tuiles pour aller réclamer des bonus. Ces jetons-là vont aussi compter pour pouvoir, dans le fond, être comptabilisés quand on va utiliser notre force d'action. On a des commandes à remplir avec des ressources, qui est aussi classique des jeux euro. On va avoir des objectifs, une petite course aux objectifs avec les autres joueurs aussi pour acheter un peu d'interaction. Puis il y a un peu d'interaction quand même sur le plateau parce que si tu veux passer où ce que le président adverse, il faut que tu y payes de l'argent. Si tu veux mettre des petits cubes à un endroit où un président adverse, il faut que tu mettes de l'argent. Fait que ils ont l'air de rien ces petites interactions, mais ça arrive tout le temps dans la partie. C'est comme l'autre, là, le joueur joue, bon ben, ok, t'as mis tes bonhommes là, tu me dois une pièce. Ah, comme. Puis là, non, je l'avais pas vu, Colin. Des trucs comme ça. Fait que il y a eu vraiment un beau revamp, ça c'est l'image de la vieille version, là, mais la nouvelle version de 2024 est quand même très belle, du beau matériel, les petits plateaux de double couche pour les différents lieux d'action, tout ça. Fait que c'est vraiment très bien. J'aime le côté spatial dans ce jeu-là, je trouve que ça fait différent que de juste placer des ouvriers sur des cases pour activer, comme un placement d'ouvrier classique. Lui, on a vraiment du déplacement, puis je trouve que ça rend un peu plus concret de voir planifier son chemin puis de voir son président qui se promène d'un lieu à l'autre et tout ça. On peut aussi acheter des technologies qui nous donnent des pouvoirs. On a des objectifs de fin de partie si on est aussi les majoritaires sur tel plateau de développement pendant la partie. Fait que quand même pas mal de façons de faire des points, là, une grosse salade de points. Donc Yokohama, mon numéro 9 des jeux euro. Joyce? Je vais continuer avec mon numéro 8. Mon numéro 8, j'y étais avec ce que je vais appeler construction de plateau, construction d'engin, où tu essaies de développer quelque chose de plus en plus efficace. Puis moi, un que j'aime beaucoup, un petit jeu de cartes qui s'appelle Terraforming Mars Ares Expedition, qui est vraiment, selon moi, très, très efficace. Et aux différentes mécaniques, on pourrait choisir choix d'action, choix de rôle aussi, là, qui vient reprendre la mécanique qui avait été dans For the Galaxy. Race for the Galaxy. Ou dans ce jeu-là, dans le fond, les joueurs vont avoir en début de tour, on va avoir un petit plateau qui représente littéralement son engine, justement, là, dans la partie engine building, avec sa production de ressources, de différents types de ressources. On essaie de marquer des points de victoire, évidemment, d'avoir quelque chose de très efficace. Et on essaie de faire ça en terraformisant Mars. Là. C'est l'espèce de version express de l'énorme jeu Euro Terraforming Mars, que j'ai moins aimé que celui-là, soit dit en passant. Et en début de phase... Tu as joué à Terraforming Mars? Oui, j'ai joué, Vincent, mais il m'a donné sa version, fait que j'ai fini par jouer une game. Mais donc, j'en étais où? Hein? Fait que tu choisis un rôle en début de tour qui va déterminer les actions qui vont se faire pendant ce tour-là. Tous les joueurs vont faire la même chose, puis on va juste réaliser les actions qui ont été choisies par les joueurs. Fait que par avoir production, piger les cartes, placer, acheter des cartes qu'on a dans sa main, puis les placer devant soi pour se former une espèce de tableau de cartes. Puis éventuellement, plus la partie va avancer, plus quand on va entreprendre ces actions-là, on va déclencher divers bonus. On va faire une action de production qui va produire 30 d'or, puis 10 ressources d'arbres, puis de l'oxygène, puis de l'eau, puis de l'énergie, puis tout ça. Puis on va prendre aussi de ces ressources-là pour faire progresser la terraformation qui est très thématiquement faite dans ce jeu-là par des tuiles que tu vires de bord sur la planète centrale de Mars pour montrer qu'il y a des océans ou qu'il y a des forêts qui se font. Puis quand il y a certains stades qui sont atteints, là, quand la planète est toute terraformisée, on finit le tour puis on compte les points. Celui qui en a le plus m'emporte. Mais la partie où tu construis ton engin, c'est vraiment intéressant. C'est le genre de jeu, tu as 1 milliard de cartes. Un peu comme Earth, là, j'hésite entre les deux. C'est le même type d'engin que tu développes. C'est pas la même mécanique pour le faire, mais c'est le même type d'engin que tu développes. Ou éventuellement, quand tu joues une carte, ça en déclenche 4 autres, puis quand tu fais une action, tu piges 2 cartes en même temps, puis tu produis 8 affaires, puis tu repiges 3 cartes, en défaut 2, tu en produis une, telle carte te fournit 12 affaires. Fait que c'est le genre de jeu qui est exponentiel dans sa façon de progresser, ce que je trouve toujours fort intéressant. Puis lui, il y a plusieurs extensions qui sont sorties. Il y en a déjà 3 qui sont sorties, qui amènent toutes des petites twists intéressantes. Il y a une extension même qui permet de le jouer coop là, pour prévenir une catastrophe dans l'aspect de la terraformation de Mars. Donc voilà. Fait que mon numéro 8 dans le Engine Building, Terraforming Mars, Ares Expedition. Cool. La version petit frère. La version petit frère. Et non pas celle de D que j'ai beaucoup moins aimée.
que je n'ai toujours pas essayé d'ailleurs, la version D, mais effectivement, les commentaires n'avaient pas été fort élogieux. Ouais. Moi, de mon côté, en Parfait. numéro 8, j'ai encore un classique de 2013 d'un auteur que j'aime bien, Mac Gertz. Il s'agit du jeu Concordia avec yes. la fameuse pochette couverture que tout le monde aime tant. Ah oui, c'est atroce la boîte de jeu. Voilà. Donc, Concordia, c'est encore un jeu économique. Là, on est vraiment encore typique là, autour de la Méditerranée. On construit des différents commerces dans les villes en se déplaçant soit en bateau, soit à pied. Et puis, dans le fond, c'est un jeu qui est drivé avec des cartes qu'on va pouvoir obtenir avec une des actions. Mais ces cartes-là, en plus, déterminent comment tu vas scorer à la fin de la partie, parce qu'en bas, ils ont une condition de scoring. Fait que c'est à la fois tes actions et tes conditions de scoring. Fait que c'est un jeu où on va acheter, vendre selon... c'est ça, acheter, vendre des ressources avec une des actions, essayer d'être le plus efficace dans comment tu t'installes, comment tu produis, tout ça. Il y a quand même pas mal d'interactions parce que ça coûte de plus en plus cher à partir du moment où quelqu'un s'est déjà construit. Si tu vas le construire dans la même ville, ça va toujours coûter plus d'argent. C'est un jeu qui est simple. Pour moi, il y a vraiment tout pour plaire, ce jeu-là, parce qu'il ne va pas trop loin dans la complexité, mais dans le peu de règles qu'il offre, hein, c'est vraiment un livret de règles très mince. On a énormément de profondeur de jeu et d'interaction. Puis, je sais pas, dans ce type de jeu-là, en fait, je trouve pas qu'il est égalé. C'est juste qu'il y en a des plus avec des thématiques plus le fun. Mais lui, il fait excessivement bien ce qu'il fait. Et donc, il mérite une place pour moi dans mon top. Il s'agit de Concordia. Il y a de quoi d'assez unique, je trouve, ce jeu-là. C'est le fait que les Ouais. cartes, c'est des cartes d'action que tu joues. Là, tu construis ta main, mais c'est aussi, comme tu dis, c'est les effets scoring, ces cartes. Fait que faut que je développe les actions que je veux faire, mais aussi faut que j'essaie ensuite de maximiser les scoring de ces mêmes cartes-là, sinon ça ne donne pas grand-chose au final. Oui, absolument. Puis on peut se spécialiser dans les différentes industries, essayer, tu sais, comme ça, les cartes, ils vont te dire, mettons, score pour chaque région dans laquelle tu es présent ou pour chaque type d'industrie dans lequel tu es, mettons, le vin, pour chaque vin tu sais, que tu as. Fait que tu peux vraiment t'aller dans différentes directions, puis c'est vraiment drivé par les cartes que tu vas acheter. Ouais, puis ils ont sorti beaucoup d'extensions qui sont des cartes différentes. Là, fait que ça aussi, c'est le fun. Selon le nombre de joueurs que tu as aussi, il y a certaines cartes qui sont mieux. Il y a même une carte solo, une carte à deux. Il y a même une carte en équipe. À 2 contre 2. Ouais, en équipe. Ouais, en équipe. Ben, en fait, en équipe, tu peux jouer 2 contre 2 même. Ouais, Wow. c'est ça, tu peux aller jusqu'à 6. C'est quand même long, mais c'est vraiment une expérience, le fun, unique, qui te force à penser différemment parce que dans ces jeux-là, tu es très dans ta tête, tu essaies d'optimiser tes choses. Là, il faut que tu penses à optimiser avec ton membre de l'équipe, mais si tu parles à voix haute, évidemment, les autres vont te bloquer peut-être. Fait que c'est toujours intéressant ça, comme expérience. Là. Puis je trouve que c'est le bon jeu pour ça. Je suis d'accord. Super. Mon numéro 8, lui aussi dans la catégorie des euros avec une boîte vraiment laide. Donc, moi, j'ai mis Orléans. Fait que, en plus que c'est une boîte laide, c'est aussi un nom de ville. Fait qu'on s'en sort pas. Donc, Orléans, un jeu de 2014. Fait que déjà un jeu qui a plus de 10 ans. Qui, pour moi, c'est un jeu qui m'a fait connaître la mécanique de bag building. Puis, c'est pas une mécanique qui est tellement explosée. Oui, il y en a eu quelques-uns, des bag building, mais il n'y en a pas eu des tonnes, autant que des deck building, par exemple. Mais je trouve que celui-là, encore aujourd'hui, je pense qu'il reste comme pour moi mon meilleur back building. Je trouve que c'est lui qui le fait de la meilleure façon. Un back building de style euro. Fait que dans le fond, on va avoir un plateau devant nous qui va être notre ville. Puis on va dans le fond avoir un sac avec des jetons qui représentent les villageois qu'on a dans notre ville. Puis à chaque tour, on va aller piocher 4 jetons. Puis après ça, on va aller placer ces villageois-là sur les emplacements d'action de notre plateau personnel.
Puis quand un emplacement va être rempli au complet avec 2 ou 3 villageois, là, selon les emplacements, mais là, on va activer l'effet de cette zone-là. Ces effets-là vont souvent nous donner justement d'avancer sur des pistes pour aller gagner des nouveaux villageois, les ajouter dans notre sac. Fait que là, notre sac va évoluer au fur et à mesure de la partie. Puis on va essayer d'aller ramasser des ressources sur un deuxième plateau central. Fait qu'on va avoir des actions qui nous permettent de se déplacer sur ce plateau-là, de construire des comptoirs commerciaux dans les villes. Encore une fois, des thématiques méga euro. De faire du commerce en Europe médiévale. Donc, ça. Fait qu'on va essayer de ramasser les ressources pour faire des points, développer sur les pistes. On va essayer aussi de faire les objectifs qui nous donnent des espèces de pions de villageois qui sont des multiplicateurs de points sur notre piste de technologie aussi qu'on va essayer d'évoluer tout au long de la partie. Donc, vraiment, un jeu qui est encore une fois super intéressant. Il y a eu beaucoup de belles extensions. Il y en a même une qui est sortie en 2024. Fait que, même si c'est un jeu qui a été édité en 2014, il y a encore des nouvelles choses qui sortent de ce jeu-là. Fait que ça prouve, je pense, qu'il a fait sa place puis qu'il y a encore, justement, un jeu pertinent qu'on parle aujourd'hui. Puis il y a même une extension qui permet de jouer justement avec des scénarios solo, des scénarios coopératifs, scénarios à 2 joueurs, fait qu'avec des règles particulières qui modifient un peu le gameplay. Fait que vraiment cool, Orléans. Un beau petit jeu de backbuilding, un beau jeu beige comme on les aime dans les jeux euro. Fait que pour moi, c'est mon numéro 8, Orléans. Alright, je continue avec mon numéro 7. Cette fois-ci, je me dirige vers le placement de tuiles. On va faire bien euro. Oui. Cette fois-ci, on va se concentrer sur la ville de Rome et ses fondations. Et on va parler de Foundation of Rome, qui est probablement le plus gros déséquilibre que j'ai entre la simpliste élégance du jeu et les composantes du jeu. Ouais, parce que tu parles de Foundation of Rome, pas Foundation of Metropolis. Là. Non, je parle de Foundation of Rome. Je n'ai que vu Foundation of Metropolis. Il paraît fort bien. Je n'ai pas joué, là, mais ça me prend pareil. Mais donc, Foundation of Rome, c'est super simple. Tu as 3 actions possibles. Soit tu achètes une parcelle de terrain, soit tu te sers des parcelles de terrain que tu contrôles pour prendre l'un de tes bâtiments et le poser en 3 catégories de bâtiments et plus si tu ajoutes des extensions. Ben, ça revient à 3 pareils, mais en tout cas, bref. Et soit tu récoltes de l'argent en te servant d'une base plus les bâtiments financiers que tu vas avoir placés. Puis on roule comme ça jusqu'à temps qu'on ait passé l'entièreté des parcelles disponibles pour une partie avec 3 phases de score, puis une petite variance dans la dernière des 3 phases de score où on ne fait pas de l'argent, mais on fait des points de victoire à la place. C'est un jeu d'une grande élégance, toujours des belles parties, toujours des coups serrés. C'est un jeu qui a quand même une interaction assez importante parce que des fois, tu as des choix difficiles à faire entre je vais acheter un petit terrain qui va me permettre, moi, de construire un bâtiment de 2 ou je m'en vais te couper l'herbe sur le pied puis je vais acheter le terrain qui est entre tes 2 parcelles qui te permettrait d'en faire un de 3 ou un de 4, mais que je vais peut-être moins me servir. Ou j'essaie de convaincre l'autre qui joue juste avant moi de l'acheter pour pas que j'ai besoin de le faire puis que moi, je puisse me faire mes affaires. Fait qu'il y a une belle interaction entre les joueurs avec un système de règles extrêmement simple. C'est un jeu qui est assez riche en extensions, qui a beaucoup de possibilités avec diverses extensions de venir complexifier ou ajouter des différentes couches de profondeur pour pouvoir aller vivre une expérience ultime. C'est un jeu avec des composantes extraordinaires. Là. Il est connu surtout pour ça. C'est à la fois sa plus grande qualité et son plus grand défaut, dans la mesure où c'est un excellent jeu qui n'est pas très accessible à cause de ça. Mais là, ils en ont sorti une nouvelle version. Fait que c'est un défaut qui est apparemment grandement corrigé. Même si je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas si on revampé le système de règles, mais j'espère que non, parce que il est assez quand même pur et efficace comme ça. Fait que tout ce qu'on fait, achète des parcelles, ramasse un peu d'argent, place les terrains, puis essaie de le faire de façon plus efficace que les autres, puis tu as trouvé les spots où tu vas pouvoir maximiser tes affaires. C'est vraiment un très, très grand jeu, je pense. Fait que Foundation of Rome, mon choix numéro 7. Il y a une belle interaction aussi indirecte, que tu peux profiter des bâtiments des autres pour toi, faire des points. Je trouve ça cool. Là. Oui, c'est ça. Il y a souvent un coin qui est oublié, que tu réalises que si tu construis ton petit bâtiment qui fait que tu fais 1 point par population autour, puis personne s'en est trop rendu compte, mais il y a un spot qui va ouvrir 12 points. Quand tu t'en rends compte avant, c'est bien satisfaisant d'aller le chercher. Fait que, même chose pour les banques, etc. Fait que c'est très intéressant. Voilà. Bon, il y en a un qui a failli être dans le mien, ça. Ah, je me demandais, je me suis dit qu'on aurait peut-être un crossover, peut-être plus tard. Ouais. Moi, en 7e position, j'ai plutôt mis ça, c'est mon plus récent, officiellement, on va dire. Et il s'agit de Ark Nova. Ouh. Alors, Ark Nova, c'est un jeu de 2021 de Matthias Bigge.
pense que ça se prononce comme ça, de tableau building, construction d'un zoo. Donc, encore une fois, comme un peu à la Terraforming Mars, comme LP nous a parlé plus tôt, on a un gros paquet de cartes, puis on essaie de comboer ces cartes-là en faisant un tableau. Fait que, il y a des cartes sponsors qui vont justement nous aider à créer un peu plus un engin. Il y a des cartes animaux qui vont nous donner des points ou des actions, différents avancées sur certaines tracks. Il y a des cartes de conservation qui vont nous permettre de vraiment faire des gros points, mais qui demandent des prérequis assez particuliers. Et en général, dans le fond, comment on fonctionne au niveau de la prise d'action, c'est qu'on a 5 petites actions. Fait que pour piger des cartes, pour construire dans notre zoo, pour jouer des animaux, pour s'associer, ce qui est à dire aller faire une des actions sur un plateau là, avec des ouvriers, ou jouer des cartes de sponsor. Puis, dans le fond, on va avoir comme une espèce de convoyeur de cartes. Des fois qu'on fait une action, on va prendre cette carte-là, on va l'enlever du convoyeur, on va la mettre en première position, puis on va tout glisser vers la droite. Puis, plus on les joue tard dans le convoyeur, plus ces actions-là vont être fortes. Fait qu'on a un beau puzzle de timing sur comment enchaîner tes actions pour essayer d'être le plus efficace possible. On a des objectifs à aller faire avant les autres parce qu'ils sont très limités. Puis, on a une belle rivière de cartes qui est très, très, très dynamique par rapport à des fois d'autres types de jeux comme ça où elle peut stagner. Celle-là, elle bouge. On a beaucoup de façons de bouger, surtout avec une des extensions qui est sortie qui était les mondes marins. Donc, Ark Nova, pour moi, il est venu supplanter le Terraforming Mars. J'aime vraiment la construction de mon plateau personnel, de mon zoo, le fait qu'on a des petits, justement, zoos qui sont asymétriques. J'aime mieux la thématique aussi. C'est connu que je ne suis pas très fort des thématiques sci-fi un petit peu génériques. Pour moi, les animaux, je me sens plus comme engagé à essayer de leur trouver une place dans le zoo. Puis là, Team nature. Team nature quand même, effectivement. Puis, je le trouve étoffé. Je trouve que c'est vraiment un bon design. Puis vraiment, la prise d'action, elle me plaît beaucoup. Donc, il y a quand même des choses dans Terraforming Mars que j'aimais beaucoup, dont le draft. Mais au final, c'est celui-là qui l'emporte pour mon tableau building. Alors, Ark Nova, c'est ma 7e position. Nice. Je m'attendais à le voir peut-être plus bas, mais bon, quand même. 7e position, c'est bon. Quand même, 7e position, c'est assez haut. Ouais. Moi, pour mon 7e jeu, j'ai choisi un style de jeu euro que j'aime beaucoup. C'est les jeux euro qui vont utiliser des dés. Fait que j'adore ça. Il ne sera pas le seul dans ma liste qui fait ça. J'avais plusieurs bons choix de jeux euro qui utilisent des dés. J'ai choisi le jeu Pulsar 2849 de Vladimir Sushi qui est sorti en 2017. Donc, on est dans du sci-fi ultra générique. On va essayer de développer des espèces de machines, des gyrodines qui vont aller chercher l'énergie des pulsars dans l'espace. Puis dans le fond, on va faire des points avec ça au final. Fait que le but, c'est de faire des points. C'est une espèce de salade de points galactique. Fait qu'on va avoir un énorme plateau qui a une forme cool. C'est un plateau qui est sphérique. Puis on va avoir plein de choses qui sont autour de ce plateau-là. Donc les sous-plateaux qui vont comme l'épouser la forme du cercle. Fait qu'on va tout avoir autour de cette espèce de grosse galaxie-là circulaire. Fait qu'on a plusieurs choses qu'on va faire, mais à chaque manche, dans le fond, comment on fait nos actions, c'est qu'on va aller faire un draft de dés. Fait qu'on va lancer un certain nombre de dés selon le nombre de joueurs. On va les placer ensuite sur un plateau selon les résultats obtenus. Puis après ça, on va placer une médiane selon les résultats des dés. Puis là, dans le fond, si on prend des dés qui sont au-dessus de la médiane, bien là, on va avoir des résultats de dés qui sont élevés. Fait que généralement, qui nous donnent des actions plus fortes. Mais on va devoir payer une pénalité de reculer sur certaines pistes. La piste de science, puis la piste d'initiative. Alors que si tu prends des dés de faible valeur, donc qui sont en bas de la médiane, mais là, à ce moment-là, on va te récompenser, parce que tu peux faire un peu moins de choses avec ces dés-là. Fait qu'on va te récompenser en te donnant des bonus sur la piste d'initiative ou sur la piste de science. Fait que je trouve en partant, le choix est le fun de dire, OK, je veux des gros dés, mais en colline, je vais être pénalisé dans tel aspect du jeu. Si j'ai des petits dés, je peux m'arranger avec ces petits dés-là, ben, c'est cool parce que je suis récompensé sur ces pistes-là. Fait que la première décision du draft, je trouve qu'elle a été bien pensée puis bien balancée.
Puis après ça, dans le fond, à tour de rôle, on va dépenser nos 2 dés, dans le fond, pour exécuter 2 actions. Fait qu'on peut commencer à construire des espèces de satellites qui vont pouvoir nous donner des bonus, des fois des bonus qui vont se générer à chaque manche, des espèces de revenus. On va avoir justement, on va aller explorer le plateau. Fait qu'on a un petit vaisseau qui se promène, on va explorer des planètes, on peut ramasser des bonus aussi avec ça. Plus on explore de planètes, plus on va avoir de points à la fin de la partie. On va pouvoir aller justement acheter des espèces de gyrodines, là, les machines qu'on va installer dans l'espace pour commencer à faire des points. Ces points-là, c'est des revenus, fait qu'ils vont se déclencher à chaque fin de manche. On va pouvoir se développer sur un arbre de technologie. Puis ça, il peut être différent à chaque partie. Là, on est comme fait en trois morceaux. Fait qu'on peut comme changer les morceaux pour avoir un tech tree qui est différent. Fait qu'on peut aller développer des technologies qui nous donnent des pouvoirs, des technologies qui vont nous donner un scoring de fin de partie, des technologies qui vont nous donner un pouvoir instantané. Puis on va pouvoir aller chercher des fois des jetons qui justement nous permettent de mitiger les dés. On va pouvoir dépenser certaines ressources pour avoir un dé rouge qui est une action supplémentaire qu'on peut faire seulement une fois par manche. Fait que vraiment un beau petit puzzle, un beau petit système de draft, un jeu qui est quand même serré parce qu'au final on joue 8 manches, t'as 2 dés par manche. Fait que là, si tu réussis à aller chercher quelques dés bonus, tu vas faire quelques actions de plus. Fait que j'adore le système d'action, comment il est pensé dans ce jeu-là, puis comment ça fonctionne. Donc, un super bon jeu avec jeu euro avec des dés. Donc, Pulsar 2849. Il n'y a pas eu d'extension de ce jeu-là. Hein? Je viens de réaliser ça. Je pense, je n'ai pas entendu parler. Mais je sais pas s'il n'a pas marché assez. Fait que bref, pour moi, je trouve que c'est un des meilleurs jeux de Vladimir Suchy. Peut-être même son meilleur jeu qu'il a fait là, dans les euros, selon moi. Ouais, fait que donc j'arrive avec mon numéro 6. Déjà, on arrive à la première moitié qui achève de ce top 10 et on a notre premier crossover. Mon numéro 6, j'y étais avec la mécanique. C'est la simple mécanique 13 € de gestion de main de cartes. Tu as une série de cartes, tu dois les jouer et jouer une carte pour les récupérer. Fait que c'est Concordia que j'ai mis. Nice. Que je trouve qu'il représente, parce que c'est purement ça. Oui, tu as de la gestion de ressources, tu as d'autres trucs dans Concordia, mais mécaniquement, ce que tu dois faire, c'est jouer tes cartes, dans quel ordre tu vas les jouer pour optimiser ça, quand est-ce que tu joues une carte qui te permet d'en acheter d'autres. Fait que c'est pas vraiment du deck building, mais il y a un certain aspect, tu vas acheter des cartes tout en rajouter. Mais il y a une carte principalement que tu vas jouer qui a la particularité que c'est elle qui fait que tu récupères toutes tes cartes en main puis tu peux recommencer à jouer comme ça. Fait que c'est difficile de faire plus euro que Concordia quand tu imagines c'est quoi un jeu euro. Fait qu'avec les couleurs, ça me prenait un jeu de négociation de commerce autour de la Méditerranée. Là. Ça en prenait un dans un top euro. Là. Fait que là, c'est celui-là. Avec des cubes en bois. Il est quand même assez. Il y a quand même beaucoup de décisions qui dépendent de ce que les autres joueurs vont faire. Là. Entre autres, les espèces de petites tuiles de bonus puis d'argent. Quand est-ce que tu vas faire une action pour récolter tout ça? Est-ce que tu attends un peu plus? Puis tu risques que quelqu'un le fasse avant toi avec une valeur un peu plus basse quand tu as besoin de sous. Il y a beaucoup de belles décisions à prendre. Puis Pierre-Marc l'a nommé tantôt. Pour moi, sa plus belle twist, c'est que quand tu achètes une carte, ça détermine une nouvelle action que tu vas pouvoir faire, ou plutôt une version plus efficace d'une action que tu peux déjà faire. Mais surtout, ça va déterminer comment tu vas scorer tes points à la fin de la partie. Fait que c'est un jeu que tu achètes tes actions, puis tu achètes ton score de fin de partie. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, je n'ai que Vénus comme extension, puis peut-être une map de plus. Là. Mais très super beau jeu, puis il y a l'avantage d'être un jeu presque d'intro là, dans les gros euros, mettons, là, dans le sens qu'il est assez simple pour que tu puisses l'expliquer à quelqu'un qui dit j'aimerais ça, tu me montes un euro un peu, puis ça ne te tente pas de partir avec Ark Nova tout de suite. Tu peux commencer avec un Concordia qui est un jeu quand même d'introduction dans les, mettons, les jeux médium lourds euros de stratégie. Là. Fait que voilà. Concordia est mon choix numéro 6. Tellement un bon choix. Brillant, ce LP. Oui. Je prends tes choix puis je les redis dans le fond après. Ça va être une continuité parce que je suis sûr qu'on va en réentendre parler. Mon choix numéro 6, c'est Great Western Trail Argentine. Pas Argentine. Nouvelle-Zélande. Wow. Les moutons. Les moutons.
Donc, Great Western Trail, hein, on s'en va en Amérique, mais ça reste un Européen qui a désigné le jeu quand même. Puis, on s'en va, ben là, dans mon exemple à moi, on s'en va même pas en Amérique, hein, parce que c'est Great Western Trail, mais ça n'a pas rapport du tout. Là, la version Nouvelle-Zélande, elle se passe pas dans l'ouest de la Nouvelle-Zélande. C'est la fameuse trail de moutons néo-zélandaise. Mais historiquement, donc, parce que c'est dans le fond, la Nouvelle-Zélande, c'est le troisième d'une trilogie. Historiquement, donc, le premier Great Western Trail, ça se passait aux États-Unis. Puis, dans le fond, on est un cow-boy qui bouge des troupeaux de vaches pour les envoyer à l'abattoir au Kansas City pour pouvoir faire de l'argent pour éventuellement bâtir des bâtiments, acheter des nouvelles vaches, pour pouvoir, elles, les renvoyer. Il y a une mécanique donc de deck building qui est quand même assez léger dans le jeu de base, mais qui est un peu amélioré dans cette version-là de Nouvelle-Zélande. Évidemment, dans la Nouvelle-Zélande, ce n'est pas des vaches, ce sont des moutons. On a différents autres types de cartes dans Nouvelle-Zélande et c'est la raison pourquoi je trouve que la version deck building, la mécanique de deck building a été améliorée dans cette version-là. C'est qu'on peut vraiment venir ajouter des radeaux, des chiens de prairie, puis à chaque partie, on va avoir différents sets de cartes qu'on va mettre, puis on n'aura pas les mêmes de partie en partie, fait que ça crée une belle diversité là aussi. Puis, ultimement, c'est ça, on peut bâtir des bâtiments aussi. Puis, même que dans Nouvelle-Zélande, on peut tondre les moutons à mi-parcours. Ça nous fait comme une espèce de deuxième livraison dans notre parcours vers l'abattoir. Puis, c'est un jeu aussi où on vient se spécialiser avec différents types d'ouvriers qui vont nous aider à faire ces actions-là de manière meilleure, là, des meilleures actions, dans le fond, amplifier des actions. Pour moi, lui, c'est son meilleur, Alexander Pfister. J'ai failli mettre Mombasa dans mon top 10, mais au final, j'ai décidé d'en mettre qu'un seul de lui. Il s'agit de Great Western Trail, Nouvelle-Zélande. Nice. Un bon choix. Jeu de rondelle, LP. Ça va bien. Mon numéro 6, c'est un jeu assez récent aussi, puis c'est un jeu qu'à chaque partie que je fais, on dirait qu'il monte. Je l'aime de plus en plus, puis j'ai joué beaucoup récemment. Au début, j'avais fait mon top 10. Parce que ce top 10-là, ça fait comme 2 ans qu'on le traîne. Puis là, ma liste, elle évolue. À chaque fois qu'on dit, on va le faire. Puis ok, je mets la liste à jour. Puis là, bon, on a fini par le faire. Puis, dans le fond, c'est Darwin's Journey. Fait qu'un jeu de 2023 qui est, c'est pas mal le plus récent sur ma liste. Simone Luciani qui arrive finalement dans le top. Fallait bien que je le mette au moins une fois, ou 2, ou 3. Donc, Darwin's Journey, on est dans du placement d'ouvriers, une mécanique aussi qui est assez classique des jeux euro. Dans celui-là, ce qui est particulier, c'est que tes ouvriers vont avoir des diplômes. Donc, on va représenter les ouvriers sur notre plateau personnel avec des petits sceaux qui vont représenter, dans le fond, les diplômes que ces ouvriers-là ont, donc leur champ d'expertise. Puis, on va ensuite pouvoir les placer sur le plateau selon leur champ d'expertise. Ils vont avoir accès à certaines actions, d'autres pas. Puis, le plateau va aussi évoluer au fur et à mesure de la partie. Donc, on va pouvoir ajouter des nouveaux emplacements, des espèces de lentilles de loupe, de longue vue, qu'on va pouvoir ajouter sur le plateau qui vont déverrouiller des nouvelles actions, des actions plus fortes, des actions de base et des actions spéciales. C'est un jeu qu'on va avoir des pistes, un autre classique euro, puis qu'on a des pistes d'exploration sur les différentes îles. On va avoir une piste sur l'océan, donc une piste de navigation avec notre navire. On va suivre le Beagle, on fait partie de la flotte de Darwin. On va développer notre plateau personnel avec les seaux. Fait qu'on va avoir une action pour acheter des seaux, rajouter des seaux sur nos ouvriers pour les spécialiser, qui peuvent faire des actions encore plus fortes, qui peuvent avoir des bonus quand ils vont faire certaines actions, quand ils sont vraiment formés avec 5 ou 6 sauts. On va aussi avoir un système avec des objectifs, des tuiles d'objectifs qu'on va pouvoir faire pour aller déverrouiller des bonus au-dessus de notre plateau, des bonus immédiats ou des bonus passifs. On a le fameux objectif de fin de manche à la Luciani, donc on va essayer de regarder un petit peu ce qui s'en vient dans les prochaines manches pour essayer d'aller chercher des points à chacun des objectifs, évidemment. Fait que, encore une fois, plusieurs façons de faire des points. C'est un jeu que l'argent est assez tight parce qu'à chaque fois que tu vas aller à un endroit et qu'il y a déjà des ouvriers dans cette zone-là, pas nécessairement sur cet endroit-là, mais sur cette zone-là, c'est comme des livres là, sur le plateau.
Il faut que tu payes une pénalité d'argent là, selon combien on est de joueurs dans la partie. Fait que vraiment, c'est un jeu de comboing, c'est un jeu aussi, c'est ça, d'enchaînement d'actions. Donc, tu vas faire une action qui va te faire avancer là, qui va te donner ça, qui va te permettre de mettre une tente, qui te donne un bonus, qui te permet d'aller déverrouiller, placer des times. Tu as fini une pile de times, tu as un autre bonus, tu bouges un bonhomme là-bas, tu arrives à une autre place, tu fais une action. Fait que tu peux faire des enchaînements comme ça. Fait que tu as des tours super satisfaisants, super nucléaires comme ça. C'est une super belle production. J'adore le visuel de ce jeu-là. Puis, mine de rien, Darwin, ça reste mon scientifique préféré. Puis, c'est assez étonnant qu'il ait fait un jeu de société sur mon scientifique préféré puis que le jeu est vraiment bon. T'sais, fait qu'on dirait que tout était là. En même temps, quand tu as un scientifique préféré... Ça me convainc des sciences. Voilà, ben, c'est ça. Fait que je suis prof de sciences. Fait que mon numéro 6, Darwin Journey, que j'arrête pas d'enchaîner les parties justement sur Board Game Arena depuis quelques temps. Mais je l'ai au moins joué une bonne dizaine de parties en physique, puis au moins une bonne vingtaine de parties sur BGA peut-être. Là. Fait que ouais, continue de monter les échelons. Fait que c'est mon numéro 6 des jeux Euro. C'est vraiment la spécialisation des ouvriers, moi, que je capote dans le jeu. Ouais, c'est cool. C'est juste ça, là, mérite une place, d'accord. Ouais, je continue donc avec mon numéro 5 où cette fois-ci, je me tourne vers la mécanique du bag building. Ça va également couvrir des jeux Euro qui vont utiliser des dés. Mais dans mon cas, j'ai pris Roll for the Galaxy et non pas Orléans. J'ai hésité entre les deux jusqu'à la dernière seconde, mais j'aime plus Roll for the Galaxy qui est le deuxième jeu dans la série des deux Galaxies, Race for the Galaxy. C'est la suite 2. Donc, il y a le même principe de base duquel j'ai déjà parlé dans RS Expedition, c'est-à-dire que les joueurs vont choisir un rôle en début de tour de jeu, puis le rôle qui va être choisi va déterminer quelles phases d'action vont se faire pendant le tour. La grande particularité de celui-là, c'est que tout se fait avec des dés. Fait qu'on va avoir des dés, fait que c'est pas vraiment un bag building, c'est un cup building. Tu as des dés que tu vas brasser dans un verre. Puis, derrière un petit panneau caché, il faut que tu fasses confiance à tout le monde quand tu joues à ça. Derrière un petit panneau caché, tu vas assigner tes dés à différentes actions selon les faces qui ont été roulées. Il y en a un que tu peux placer où tu veux, puis tu vas avoir évidemment beaucoup d'habiletés avec le temps qui vont te permettre de manipuler tes dés. Puis, une fois que toutes les actions sont révélées, on procède dans le tour de jeu. Fait que tu vas rajouter des nouvelles tuiles sur ton plateau personnel qui représentent des technologies que tu peux développer ou des planètes que tu peux découvrir, faire la conquête. Tu vas évidemment développer les technologies que tu vas avoir découvertes. Tu vas coloniser les planètes que tu vas avoir. Tu vas produire des ressources sur tes différentes planètes et tu vas récolter les ressources que tu vas avoir produites. Tu ajoutes des extensions qui ajoutent d'autres particularités. Mais grosso modo, c'est ça le jeu de base. Puis c'est un jeu à course à points de victoire. Fait que tu as un nombre de points de victoire prédéterminé en début de partie selon le nombre de joueurs. Quand la réserve est vide, ça déclenche la fin de la partie. Ou sinon, le premier qui dépose une 12e tuile dans son espace de jeu personnel, ça va déclencher la fin de la partie aussi. C'est un jeu, puis grosso modo, quand tu développes des nouvelles technologies, des nouvelles planètes, tu rajoutes des dés à ta réserve personnelle. Les dés ayant toutes des distributions de phases différentes. Il y a des dés qui sont spécialisés dans le transport de marchandises, d'autres dans la colonisation, d'autres dans la technologie, etc. Puis tu peux vendre tes dés pour des crédits quand tu en as besoin. Donc, c'est un jeu qui a plein de super belles possibilités, qui a des bonnes extensions, qui a des très bonnes idées dedans. La dynamique de tour de jeu est intéressante. C'est un jeu qui a une interaction indirecte que je trouve le fun aussi parce que des fois, tu vas avoir besoin d'une action, tu as vraiment besoin qu'elle se déclenche, mais je vois que Pierre-Marc, il n'y a plus de planète sur sa planète, c'est sur son plateau personnel. Fait que c'est sûr qu'il va faire une action de scout pour pouvoir aller chercher des nouvelles planètes puis en piger. Il n'y en a plus des tuiles, fait que j'ai pas besoin de débloquer cette action-là. Si je suis capable de prévoir un peu les actions que les autres joueurs vont débloquer pour pouvoir optimiser mon tour à moi, mais en même temps, ça se peut que Pierre-Marc se dise la même chose de moi, puis que finalement, les deux, on se ramasse à pas faire ce qu'on voulait faire, puis que c'est David qui s'en tire bien, ce tour-là. Fait que c'est un jeu qui nécessite quand même une bonne lecture des joueurs autour de la table, qui a des super composantes, puis qui te donne l'impression d'être très limité dans tes actions, surtout au début de la partie, parce que tu n'as pas beaucoup de dés, puis tu as l'impression que tu ne peux pas beaucoup les manipuler, mais rapidement, tu te rends compte que le hasard n'est pas si présent que ça dans ce jeu-là, puis c'est tes décisions qui vont te mener à la victoire ou à la défaite. Pour moi, c'est un très, très bon jeu de bag building, Roll for the Galaxy. Cool. Numéro 5, moi, j'y vais avec un autre auteur incontournable du jeu Euro. Son plus complexe, son chef-d'œuvre, son festin. Son festin pour Rodin. Alors, A Feast for Odin, de celui qui nous a donné
un des pères, là, dans le fond, du jeu euro plus moderne, là, Uwe Rosenberg, est l'auteur donc de Agricola. Mais moi, mon préféré, c'est de loin Un festin pour Rodin parce que c'est une espèce de fondue chinoise de tout ça, où on en a vraiment pour notre argent sur comme le placement de polyomino de tuiles, le placement d'ouvriers, les jeux donc, de gestion de ressources. On peut aussi ajouter un côté asymétrique qui se développe au fur et à mesure de la partie parce qu'on peut aller explorer des îles ou construire des maisons, puis après ça, venir ajouter des puzzles de polyomino à notre partie. Pour moi, j'ai l'impression d'un sandbox dans un jeu euro, ce que j'ai pas retrouvé souvent et dans d'autres jeux de ce type-là. Et vraiment un de mes jeux préférés que j'ai pas souvent l'occasion de jouer parce que c'est un jeu qui est très long à 4. Il est long à expliquer. Euh, mais Il y a juste pour ceux 62 qui... spots d'action expliqués. Ouais, ouais. Puis l'extension norvégienne qui est un incontournable, pour moi, je l'explique même plus sans. Euh, et j'ai toutes les promos, là, tu sais, comme qui viennent d'un peu partout, que j'ai commandé d'Allemagne, j'ai un sapin de Noël. Tu sais, comme pour moi, ce jeu-là, ouais, c'est un petit trésor ludique. Et je suis toujours très content de jouer. Un placement d'ouvrier, donc assez typique, mais finalement pas très typique parce qu'il fait tout plus gros. Ouais, il est assez unique au final. Là. Ouais, Il y a un beau mariage entre le placement d'ouvrier et le placement de tuiles. exactement. Cool. Mon numéro 5, je retourne dans le sci-fi générique. C'est aussi un jeu quand même assez récent. J'ai choisi Fédération, jeu de 2022. Un jeu de développement de pistes sci-fi-esque qui, si on regarde la couverture du jeu, on pourrait penser que c'est l'univers de Star Wars. On est proche. Le petit Sénat galactique. Là. Ouais, on voulait pas payer les droits, là, mais on est proche. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers où nos ouvriers vont être aussi des émissaires. Fait que quand on les joue, on va devoir décider si on les joue du côté émissaire. Ils vont avoir une certaine valeur d'influence pour essayer d'influencer le Conseil galactique sur une des deux lois à voter, qui au final est un objectif de fin de manche. Ou on peut le mettre de l'autre côté. À ce moment-là, on va envoyer notre sénateur en mission. Fait que là, à ce moment-là, il ne comptera pas dans le Sénat. Mais souvent, il va donner des petits bonus de ressources. Puis il va nous déverrouiller une mission sur notre plateau personnel. Fait que ces missions-là, on va pouvoir les faire comme des actions bonus en envoyant des petits vaisseaux. Fait qu'on va dans le fond essayer de se développer sur les planètes qui sont autour du Sénat. Chaque planète va avoir sa propre piste. Il y a certaines planètes qui vont des pistes de développement qui vont justement nous donner des revenus ou qui vont avoir des gros objectifs de scoring. D'autres planètes vont nous donner des petits pouvoirs. D'autres planètes vont nous donner carrément des ressources. Donc, vont être des endroits à aller chercher différentes ressources. Des jetons aussi pour mettre par-dessus nos émissaires pour avoir des émissaires qui sont plus forts, mais qu'on peut seulement jouer une fois. Fait qu'on va se développer sur ces planètes-là. Puis l'objectif de la fin de manche, c'est justement à la fin de la manche, on va regarder dans le Sénat, là, on va compter le nombre de votes. Fait qu'on va compter la valeur des émissaires de chaque côté pour savoir laquelle des deux lois va passer. Puis dans le fond, la loi, c'est l'objectif de fin de manche. Ça va donner des points selon si c'était développé sur la planète jaune ou la planète verte ou la planète bleue. Fait que des fois, tu regardes comment les autres joueurs sont développés. Tu es comme lui, il est fort sur la planète bleue. Il va sûrement vouloir mettre des votes sur la planète bleue. Fait que là, moi, je vais aller me développer sur la planète bleue pour en bénéficier. Fait qu'il y a vraiment une belle dynamique puis une belle interaction avec ce système-là de vote. Puis la décision de comment j'utilise mon ouvrier, est-ce que je le mets du bord des votes ou je me débarre des missions qui me donnent des actions bonus, tout est bon. Puis on fait aussi des points pour chaque rangée dans le Sénat, celui qui est majoritaire dans chacune des rangées. Fait que, tu sais, on a du placement d'ouvriers, mais on a aussi de la majorité du développement sur des pistes. On a un petit côté un peu de développer notre plateau personnel aussi. On va avancer sur une piste qui va nous développer des actions bonus, des objectifs de scoring. Fait que vraiment un petit feeling quand même un peu salade de points galactique encore une fois. Mais un beau système de jeu qui s'apprend bien. C'est un jeu qui a l'air intimidant. Mais au final, il est assez fluide. Puis, je pense qu'il est à son meilleur à 3-4 joueurs, justement, à cause de la dynamique du Sénat, puis comment ça fonctionne avec l'interaction, les majorités dans la chambre du Sénat et tout ça. Fait que Fédération, un jeu que j'ai aussi le goût de jouer et de rejouer.
Fait que mon numéro 5 des jeux Euro. Fédération. Je prends ton offre parce que moi aussi j'ai envie Ah, parfait. d'en faire une partie parce que j'avais bien aimé mes deux parties. Ma partie que j'ai faite, non, deux parties au moins. Si c'est pas trois. Ouais, ouais c'est Ouais. vraiment cool. Ouais, je continue avec mon jeu numéro 4 où là, j'ai choisi ce que je vais appeler tu sais, la gestion de ressources pures. Là. Ton objectif, c'est de faire des cubes, des transformer en d'autres cubes, puis de faire quelque chose avec ces cubes-là, qui est très, très, très euro. Celui-là, il y a un site colline thématique. C'est Vindication. Oh boy. Ouais. Fait La que tu peux le rédemption. décrire comme tu veux. La On peut dire rédemption. qu'on peut trouver qu'on est dans la rédemption, mais concrètement, ce que tu essaies de faire, c'est de prendre les trois couleurs de base, de faire des agencements pour faire du mauve, du orange, puis du, je sais plus quoi l'autre, du vert. Puis tu essaies d'optimiser comment tu vas utiliser ces nouveaux cubes d'énergie-là. Fait que tu te promènes sur un grand plateau pentagonal, je pense. Je pense qu'il n'est pas hexagonal, il me semble qu'il est pentagonal. Tu vas placer des tuiles sur ce plateau-là au fur et à mesure que tu vas te déplacer. Fait que tu as une espèce de petit standee qui représente ton personnage, là, entre guillemets, là, qui est un petit disque en métal. Puis, tu vas interagir avec les différentes tuiles sur lesquelles tu trouves pour généralement aller chercher des cartes de différents types qui vont te donner accès. Tu dois payer des ressources. Tu vas utiliser ces cartes-là pour faire des combos entre les ressources que tu as, les cartes que tu as. Essayer de maximiser ton effort puis d'aller chercher l'une des multiples façons de marquer des points dans le jeu. C'est quand même un jeu très, très salade de points. Là. Tout ce que tu fais te rapporte des points. Tu vas pouvoir développer une monture, tu as développé pour aller plus vite, ça te rapporte des points. Tu peux éventuellement te faire l'action Vindicated, fait que te pardonner, te devenir une bonne personne, puis Ben oui. tourner ta tuile qui te rapporte encore des points. Puis tu vas essayer d'aller chercher différentes cartes de différentes couleurs qui ont tout un thème, là, les bleus, les verts, les bleus, les rouges, les jaunes, c'est des personnages, les verts, c'est des pouvoirs, les mauves, c'est de la magie, des trucs comme ça. Mais concrètement, tu t'en vas chercher différentes cartes qui ont différents pouvoirs qui te permettent d'optimiser de façon plus efficace les ressources, les cubes que tu vas aller chercher pour pouvoir continuer ce cycle-là de façon infinie. C'est un jeu que je trouve super le fun. Justement parce qu'il te laisse le champ complètement libre sur qu'est-ce que tu veux faire puis comment tu vas essayer de le faire, cette partie-là. C'est un jeu qui a eu, je trouve, l'intelligence de savoir que des fois, il y en a un qui part dans une direction tout seul puis qui va être inarrêtable. Fait qu'il y a des objectifs de fin de partie qui se rajoutent au fur et à mesure que la partie avance. Puis s'il y a quelqu'un qui part trop vite, ben, la partie va juste se terminer plus rapidement. Puis on pourra en faire une autre. Il y a plein d'extensions qui existent pour venir essayer de mettre un petit peu plus de thème à l'intérieur du jeu. Certaines fonctionnent mieux que d'autres, mais si je parle juste du jeu de base, je le trouve quand même extrêmement efficace. Puis il y a déjà juste dans le jeu de base plusieurs modules, fait que tu n'es pas obligé de reprendre toujours les mêmes tuiles pour créer ton île. Tu vas avoir des tuiles différentes qui vont pouvoir t'ajouter des petites règles, des petites variations sur la façon dont tu vas pouvoir jouer ta partie. Il y a très, très peu de hasard à l'intérieur du jeu. Il y a la façon dont les cartes doivent sortir, mais encore là, tu as des ressources que tu peux aller chercher pour mieux contrôler le hasard quand tu vas avoir pigé des nouvelles cartes que tu vas rajouter à ton tableau personnel. Fait que pour moi, c'est un grand classique personnel, Vindication. Nice. Cool. Oh, là, on rentre dans le solide, là. Top 4. Top 4. Alors, moi, mon top 4, c'est 4 jeux. 4 jeux. Ben, Wow. mon numéro 4, c'est 4 jeux. OK. Parce que pour moi, ben, il y en a 3 qui sont dans la même famille, puis il y en a un qui est très adjacent à ça. Il s'agit de la famille Terra Mystica. OK. Donc, Ouais. on ajoute à ça Gaia Project, le plus récent, Age of Innovation. Age of Innovation. Et un que moi, j'ai toujours trouvé une similitude très, très grande. Il s'agit de Clans of Caledonia. Donc, parce que dans le fond, on construit notre plateau, on a des manches où à la fin, on a un objectif à aller faire. Puis, tu sais, au final, je trouve que la structure est super similaire. Tu as le choix parmi un certain nombre d'actions. Il y en a un que tu remplis des contrats, d'autres, il y a d'autres mécaniques évidemment, là. Mais vraiment, cette famille de jeux-là, je les aime, je les adore tous. Ils ont tous leur côté un petit peu, leur petit twist. Puis récemment, j'ai essayé Age of Innovation, qui est un jeu qui est le plus récent. Puis j'ai encore une fois adoré, dans le fond, les nouvelles choses qui ont été ajoutées. Donc, c'est un jeu de Helge Ostad. Excusez-moi la prononciation. Et donc, je vais expliquer Terra Mystica parce que
C'est vraiment toute ça, la famille. C'est vraiment un jeu où on a un plateau personnel. On va avoir un certain type de building de base. Quand on les construit, ça va unlocker quelque chose qu'à tous les fois, à tous les fins de manche, ou tous les débuts de manche, on va pouvoir gagner ces ressources-là en revenus. Fait que c'est vraiment un engine building où il faut que tu construises beaucoup de buildings pour recevoir plus d'income par la suite, pour pouvoir construire plus, puis faire des points. Euh, le plateau, il est fait avec des tuiles hexagonales qui ont certains types de terrains. Puis dans le fond, faut aller. Ça se passe comme dans une planète extraterrestre quelconque, je sais pas trop. Puis il faut venir aller adapter ces terrains-là, les terraformer, pour qu'ils soient adaptés à notre race à nous. Fait que nous, maintenant, je sais pas, moi je suis les nains, je veux vivre dans les montagnes, je peux pas construire en dehors des montagnes, mais chaque terrain peut être converti. Fait qu'il y a une action qui permet de convertir les terrains. On va pouvoir mettre des comptoirs commerciaux qui vont être le niveau supérieur, mais à toutes les fois qu'on construit un building, il va falloir enlever un building, donc il va falloir améliorer un building. Fait que quand on y pense, un building qui est, mettons, celui-là, le comptoir commercial, il va m'avoir coûté non seulement celui de base, mais en plus celui-là. Donc, c'est vraiment on construit, puis à toutes les fois, ça nous donne du income différent selon qu'est-ce que fait le building. Et c'est un jeu d'optimisation pure. Il n'y a aucune chance dans ce jeu-là. Ça fait partie des jeux euros où il n'y a aucun hasard. Tu contrôles 100% ton destin. Il faut juste que tu utilises ton wit, hein, pour essayer de surjouer tes adversaires. Puis j'adore ça. C'est un jeu où on va pouvoir avoir une grosse disparité justement entre les joueurs à cause de ça. Quelqu'un qui est expérimenté va vraiment avoir une longueur d'avance. Fait que c'est un petit peu ce qui le retient de sortir plus souvent pour moi. Mais c'est un jeu que j'ai adoré explorer, découvrir, faire des centaines de parties de ces différents-là, que ce soit Terra Mystica et Gaia Project. Majoritairement, ce sont ceux que j'ai le plus joué, mais aussi Clans of Caledonia que j'ai adoré. D'ailleurs, Clans of Caledonia va avoir une extension après 6 ans, 7 ans, Ouais, c'est fou, pareil. qui va être Industria. Et je ne possède pas Clans of Caledonia, mais j'ai quand même backé l'extension, à quel point je suis. Puis je me suis acheté le jeu en même temps. Puis, Ouais, c'est ça. Wow. parce que dans le fond, il y a un dans mon groupe qui l'avait. Puis je savais qu'il n'allait pas acheter l'extension. Fait que je me suis juste dit, non, je vais me payer le package. C'est un jeu que j'ai tellement adoré. Puis j'ai vraiment très, très hâte de découvrir son extension. Donc, la famille Terra Mystica et Clans of Caledonia en 4e position. Cool. C'est quand même une famille de 4 en 4e position. Tu y as pensé, là. Même pas. Ah. Mon numéro 4, c'est un jeu, je pense, qui va faire un crossover d'ici la fin. J'ai mis Barrage. Mm-hmm. Donc, Barrage. Peut-être. Peut-être, hein? Je sais pas, hein? Donc, un gros jeu euro de placement d'ouvriers dans lequel on va construire aussi un réseau qui va nous permettre de faire de l'énergie hydroélectrique. Fait qu'on va devoir construire des barrages. On va aussi devoir construire des conduites d'eau, des centrales hydroélectriques qui vont nous permettre de faire de l'électricité. L'électricité va nous permettre de remplir des contrats qui vont nous donner des bonus, de ressources. La façon qu'on construit dans ce jeu-là, c'est vraiment très cool parce que c'est une espèce de roue dans laquelle on va aller mettre notre tuile de construction et nos ouvriers dedans, nos machineries plutôt, qui sont les ressources qu'on a dans le fond. Puis après ça, on va tourner la roue d'un cran, donc c'est une roue qui a comme 6 sections. Puis dans le fond, tant que ces machineries-là sont dans la roue, ben, elles ne sont plus disponibles. Fait qu'on va devoir soit construire d'autres affaires qui vont faire avancer la roue, qui vont pousser tout ça, ou aller faire des actions de clé à molette qui vont nous permettre justement de tourner notre roue pour éventuellement ressortir nos machineries pour les remettre disponibles, qui vont nous permettre de reconstruire d'autres choses. C'est un jeu où on a aussi un peu comme ceux que tu nommais, là, à chaque fois qu'on va construire des choses, on va aussi déverrouiller des incomes, fait qu'on va déverrouiller des revenus sur nos plateaux. Les plateaux sont différents pour chaque faction. On a aussi un directeur de compagnie qui, dans le fond, nous donne un pouvoir. Fait ça va être des combinaisons qui peuvent être différentes à chaque partie. C'est un jeu qui a aussi une tonne d'extensions qui sont des maps différentes, des mini-modules des fois aussi qu'on peut ajouter, des trucs comme ça. C'est un jeu qui est quand même hyper tendu.
Les emplacements d'ouvriers, on veut rapidement les emplacements qui sont les meilleurs, qui coûtent rien, mais là, éventuellement, les autres vont y aller à notre place. Fait que là, on va devoir prendre des emplacements qui vont des fois coûter de l'argent, qui vont coûter un ouvrier de plus. Fait que c'est un jeu qu'on a un gros bassin d'ouvriers en partant. Fait que ça, c'est cool. Puis c'est ça. Fait que la façon aussi que le réseau se fait, on peut utiliser les conduites des autres. Fait que là, mais on doit leur donner de l'argent pour pouvoir passer les petites gouttelettes d'eau. On sait les gouttelettes d'eau vont tomber à peu près comment à chaque manche. Fait que on peut se planifier en conséquence. Mais quelqu'un peut venir construire un barrage devant le nôtre. Fait qu'il va prendre l'eau à notre place, il va l'envoyer ailleurs. Fait qu'il y a quand même pas mal d'interactions aussi avec le plateau puis le réseau. Sur le plateau principal là, avec les autres joueurs. Donc, super jeu euro. Donc, mon numéro 4, Barrage. D'après moi, on va réentendre parler. Il y a D'après peut-être moi des aussi. chances. Il y a peut-être des chances. Je continue donc avec mon numéro 3. Là. J'ai été vraiment dans le jeu de ce que je vais appeler le contrôle de majorité. Et j'ai été avec un de mes préférés dans le genre qui est Cérébria. C'est un jeu plus obscur, pas très connu. David, je pense pas que tu y as joué. Je t'ai peut-être fait jouer une fois, je suis plus certain. Non. OK. Non plus. Grosso modo, Cerebria, c'est vraiment la thématique du film de Disney Inside Out. Là. Fait qu'on construit une personnalité naissante. C'est un jeu qui va se jouer avec deux factions en opposition. Fait que si on joue à 3, ça va être 2 contre 1. À 4, ça va être 2 contre 2. On peut jouer même à 2 contre 2 contre un automa, qui est l'inconscient, le subconscient plutôt, la personnalité qui va venir s'opposer aux personnalités positives et négatives, qui essaient de se construire. On a un grand plateau qui est divisé en 5 zones, qui sont les espèces de 5 aspects de la personnalité, avec une tour au centre qu'on va construire, qui représente cette dite personnalité naissante. Et grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer une figure, puis en début de jeu, on va choisir. Fait que, je pourrais prendre, par exemple, la dernière fois que j'ai joué, j'étais évidemment je pense que j'étais le dégoût puis la colère, quelque chose comme ça. Puis là, je jouais contre l'harmonie et l'amour. Et on essaie d'influencer cette personnalité en plaçant des cartes qui vont représenter diverses émotions. Et ces émotions-là, on va placer de l'essence dessus. Et c'est la force d'essence des émotions qu'on va placer qui va nous donner contrôle des 5 royaumes de personnalité, si tu veux. Puis, tout le jeu repose autour d'une question de timing. Fait que chaque joueur va avoir un objectif secret qu'il essaye d'atteindre. Par exemple, il y a des frontières qui vont départager les 5 royaumes. Fait que ça pourrait être celui qui contrôle le plus de frontières, celui qui contrôle le plus de royaumes, celui qui contrôle le plus de frontières qui sont face à un royaume, celui qui a l'émotion individuelle la plus puissante en essence du jeu, etc. Fait qu'on a tout, mais on a le même deck qui est juste pas dans le même ordre. On le brasse, puis on prend la première carte. Fait que tu sais c'est quoi mes 9 objectifs potentiels, mais tu sais pas c'est lequel que je suis en train de chercher présentement. Puis il y en a il y a un troisième deck qui est révélé. Puis on sait que la première carte de ce deck-là, ben, tout le monde essaie de la faire, elle est commune à tout le monde. Fait que les 3 decks sont identiques, fait que ça se peut que moi, j'ai présentement contrôlé toutes les frontières, ouvert à tout le monde, il a contrôlé le plus de royaumes, puis toi, présentement, tu vas avoir l'émotion la plus puissante sur le plateau de jeu. Puis en manipulant le plateau, on va aller placer des émotions, enlever les émotions de l'autre, jouer des cartes, etc. On va aller chercher de la volonté, qui est la ressource principale du jeu, c'est ça qu'on dépense pour jouer nos cartes. Quand on vide certaines zones de volonté, on va déclencher des fins de score. Fait que c'est les joueurs qui vont déterminer par leurs actions quand est-ce qu'on déclenche le score. Puis c'est juste quand le score se déclenche que là, tout le monde va révéler son premier objectif, puis on va regarder c'est lesquels qu'on a réussi à faire. Grosso modo, tu marques une petite trace de volonté si tu scores juste ton objectif. Une grosse, tu scores le tien puis le commun. Puis tu marques rien pantoute, c'est ton adversaire qui a tout réussi à faire. Fait que souvent, tu es sur le bord d'être parfait pour scorer tout ce que tu veux scorer, mais ton adversaire te prend par surprise puis il déclenche la phase de score juste avant que tu sois prête ou juste un peu trop tard. Puis le prochain objectif que tu vas le piger au hasard secrètement, fait que tu ne sais pas si tu es déjà en bonne posture pour réussir à le faire avec ce que tu es en train de faire. Fait que tu dois constamment t'ajuster aux différentes phases d'objectifs, aux différentes cartes d'objectifs qui te sont révélées. Tu dois essayer de deviner qu'est-ce que ton adversaire est en train de faire aussi pour lui mettre des bâtons dans les roues. Tu vois bien s'il est en train d'essayer de prendre le contrôle de toutes les frontières, ça doit être son objectif secret. Fait que c'est un jeu qui a beaucoup d'interactions, qui est super intéressant, puis mine de rien, qui est beaucoup aidé par sa thématique parce que les auteurs ils ont travaillé très fort pour que les thématiques fonctionnent bien, pour que les cartes fonctionnent bien. Toutes les cartes que tu joues, c'est des émotions. Fait qu'évidemment, si je joue la carte d'embarras, ben, elle va être plus puissante si elle est loin de toutes les autres cartes qui sont jouées, parce que lui, il veut surtout pas être proche de quelqu'un d'autre, ça le gêne trop.
Tandis que si tu joues la carte d'harmonie, lui, il est puissant s'il est proche de plein d'émotions positives. Si tu joues la carte de jalousie, ça te permet de copier le pouvoir d'un autre parce que tu es jaloux qu'il ait ça, puis pas toi. Fait que toutes les cartes émotions que tu vas jouer, il y a une petite force thématique comme ça aussi qui rajoute un aspect intéressant au jeu tout en étant visuellement super intéressant, là. Fait qu'on voit bien dans l'image que tu as choisi de quel bord tu t'assis si tu joues les émotions joyeuses et harmonieuses, par exemple. Ouais, bon, choix numéro 3, contrôle l'influence cérébriale. Ah, cool, ce Mais jeu-là. ça en est un que je vais devoir jouer éventuellement. C'est très, très cool. Il est crunchy, là, c'est du Mind Clash, là. Il est très pesant, là, mais il est vraiment très, très cool. Très intéressant. Moi, en troisième position, j'ai The Classic. Ouh. The Classic, Château de Bourgogne, 2011, Steffenfeld, Placement de tuiles. Non, je vais mettre des images de celle de 2023. Non. Tu peux pas y Oui, aller avec 2012? effectivement, on a eu deux nouvelles versions depuis 2011. Ok, compromis. Je vais mettre ceux de 2019. OK. Donc, Château de Bourgogne, c'est un jeu où on va construire notre petit fief sur notre plateau personnel de tuiles. Ces tuiles-là, on va aller les drafter, dans le fond, dans un draft ouvert sur le plateau. Et la façon qu'on va pouvoir aller chercher dans un entrepôt ou l'autre, c'est en utilisant nos dés. Fait qu'au début de chaque tour, on va brasser nos 2 dés. Puis chacun de ces entrepôts-là va être chiffré de 1 à 6. Puis, dans le fond, avec notre dé, on va pouvoir aller chercher de ces tuiles-là, les placer sur notre plateau, parce que chaque emplacement sur notre plateau est aussi chiffré de 1 à 6, ou vendre des marchandises, ou aller chercher des ouvriers qui vont nous pouvoir permettre de nous faire des +1 ou des -1 à nos jets de dés pour pouvoir nous débloquer quand on en a besoin. Et il y a 5 manches. À chaque manche, on va jouer 5 tours. C'est vraiment carré, hein, ce jeu-là. 5-5-5. Puis très, très mathématique comme structure. On reconnaît le mathématicien Stephen Feld derrière le design. Ça, c'est certain. Au final, c'est un jeu qui est excessivement bon à 2, à 3 ou à 4 joueurs. Le plateau et le nombre de tuiles disponibles s'ajustent selon le nombre de joueurs. C'est un jeu qui est court, donc à 2, on se fait des parties en 40 minutes à peu près, 45, 50. C'est un jeu où il y a une dans le fond, tu ne tannes pas. Parce que ça se renouvelle tellement bien, parce que l'ordre dans lequel sortent les tuiles est complètement différent à chaque partie. On a des plateaux de joueurs personnels, j'en ai comme quinzaine là, dans la boîte de 2019. Oh ouais. Vingtaine. Une vingtaine, ouais, c'est ça, vraiment beaucoup. C'est juste un jeu parfait. Un jeu parfait, j'ai rien à redire sur ce jeu-là. Je trouve que le flow est bon, je trouve que l'interaction est bonne, je trouve que la durée est vraiment agréable. J'ai jamais pas le goût d'y jouer. Je te comprends. Château de Bourgogne. Numéro 3. Moi aussi, c'est dans mes favoris. Puis, tu sais, honnêtement, là, je dois approcher 100 games de ce jeu-là. C'est fou. Comment je les enchaîne, puis je me tanne pas. Tu sais, des fois, on parle de rejouabilité, là, mais ce jeu-là, il est dur à côté, je trouve. Ouais. Chaque partie va être un puzzle différent. Il faut que tu t'ajustes à chaque manche, selon les dés que tu as, selon les tuiles qui sont disponibles. Tu regardes un peu aussi ce que les autres font, parce que tu veux essayer d'être le premier à finir telle couleur de tuile, ou tu veux être le premier à avoir tel type d'objectif. Tu sais que ouais, ils ont placé ces bâtiments-là, mais peut-être qu'ils vont aller chercher cet objectif-là. Je suis peut-être mieux d'aller le chercher tout de suite avant que l'autre le prenne. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses à regarder pendant une partie, puis t'es comme absorbé dans ton affaire quand tu joues à ça. T'es comme, ça passe vite, c'est le fun, c'est satisfaisant. Il y a 10 000 modules d'extension qui existent, que tu peux rajouter des trucs qui sont le fun, mais qui sont pas nécessaires. Mais si ça te tente de les essayer, go. Puis là, on montre l'édition de 2023, là, l'édition spéciale de Awaken Realms, là, qui a fait une grosse campagne GameFound. Je me suis procuré ça à ma fête l'année passée. Ouais, l'année passée, je pense. Puis j'ai pas regretté, je l'ai sorti une couple de fois dans l'année. Puis c'est le genre de jeu que j'ai tout le temps des games sur BGA qui roulent. Moi, personnellement, je le préfère à 4 joueurs parce que je trouve que
la statistique des tuiles est plus représentative à 4 joueurs. Ouais. À 2, des fois, tu te lances dans un animal, puis là, finalement, il en ressort plus de la ressort game. plus. Ouais, c'est ça. Ou, de faire des grosses zones, exemple, la grosse zone à 6-7 de tuiles beige, ben, ça te prend une de chaque. Dans une game à 2, c'est tough là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tuiles. Fait que, ça se peut qu'il y ait une sorte de tuile que tu ne vois pas de la game. Fait que, je trouve ça moins efficace avec certains boards dans une game à 2. Mais bon, ça reste quand même jouable et intéressant pareil. Mais à 4, je trouve qu'il est vraiment parfait. Puis je rajoute tous ces détails-là parce que c'est aussi mon numéro 3. Ah oui, Voilà, fait que on fait une pierre deux coups. Donc voilà, fait que mon numéro 3, c'est aussi les châteaux de Bourgogne. On vient de skipper à numéro 2, donc. C'est voilà. Numéro 2, ben, on va continuer le festival de crossover. Fait que moi, Ouais. le numéro 2, j'ai choisi la mécanique de rondelle. Puis en même temps, ça va couvrir le deck building. Ben oui. Fait que c'est Great Western Trail. Évidemment, il fallait qu'il soit là quelque part. J'ai choisi aussi plus spécifiquement Nouvelle-Zélande, qui je pense. Moi, ma mécanique préférée, c'est vraiment le deck building overall dans les jeux. Puis, elle était intéressante. Moi, je la trouve bien quand même dans Great Western Trail, mais plutôt limitative parce que tu n'essaies pas tant d'avoir une main efficace qu'une main diversifiée, si je peux le dire ainsi. Oui. Tandis que dans celui-là, tu as d'autres choses que tu peux faire. Ton deck building est un petit peu plus important, un petit peu plus présent. Mais le reste, c'est, je ne dirais pas ce que Pierre-Marc a dit tantôt, mais c'est la même richesse que je trouvais. Fait que la même rondelle dans la mesure où tu pars du point A, tu t'en vas jusqu'à la fin, puis tu recommences au point A, puis tu fais ça toute la partie. Avec un chemin qui va se construire au fur et à mesure qu'on avance avec les joueurs qui vont y poser des bâtiments, des choix toujours intéressant de quel bâtiment, dans quel ordre, je mets ça où, est-ce que je m'avantage moi, je désavantage mes adversaires. Ça fait que c'est une rondelle qui devient de plus en plus longue et complexe, c'est peut-être pas le bon mot, mais longue et profonde là, dans tes choix d'action puis dans tes options au fur et à mesure que la partie avance avec tes comptoirs commerciaux. Fait que dans le fond, le Nouvelle-Zélande, j'ai trouvé qu'il était très proche du premier avec l'extension Rails to the North, là, quelque chose comme ça, que j'avais joué juste quelques fois, mais avec son concept de bateau dans l'eau, ça me rappelait beaucoup les rails là, dans le premier. J'aime beaucoup le fait qu'il ait rajouté une deuxième option de qu'est-ce que tu peux faire avec tes cartes. Tu peux t'en débarrasser en les rasant plutôt qu'en les vendant au fur et à mesure. Fait que la façon dont tu construis ton troupeau peut être un peu différente d'une partie à l'autre. Je trouve ça très intéressant aussi. Fait que pour moi, c'est le meilleur jeu de Pfister. D'assez loin, ben c'est cette série-là. Là. Il y a celui du milieu que j'aime un peu moins. Reste bon quand même, mais c'est celui que je ne garderai pas. Là. Je vais garder les deux autres parce que je trouve quand même que Nouvelle-Zélande, il y a une petite couche de complexité qui peut être intense pour quelqu'un qui n'a jamais joué au premier. Et voilà, mon numéro 2. Cool. Moi, mon numéro 2, c'est également un crossover. Let's go, les crossovers. Avec David. Il Wow. s'agit de Barrage de Simone Luciani. C'est un jeu que j'ai énormément joué. Honnêtement, si je veux être honnête, je le trouve moins parfait que Château de Bourgogne, mais pour moi, il vient conquérir mon cœur parce que j'ai tellement joué, j'ai tellement des bons souvenirs. Je trouve que j'aime la production de ce jeu-là, j'aime le look, j'aime l'idée de créer un réseau de barrages puis essayer de le rouler puis de le rendre optimal. Je trouve, il vient me challenger mentalement plus que Château de Bourgogne, puis c'est vraiment, dans mes expériences Euro, c'est ce que je recherche le plus. Barrage, écoute, j'ai joué des tournois, j'ai toutes les extensions. J'adore ce jeu. J'ai vraiment très hâte de découvrir les deux nouvelles nations qui sont sorties sur Kickstarter récemment, mais qui n'ont pas encore été livrées. Mais j'ai très hâte de jouer avec le Japon et le Brésil. Ça va rester un de mes jeux préférés pour encore des années. Barrage de Simone Luciani. Nice. Mon numéro 2, c'est aussi un Luciani, mon dernier sur la liste. Puis c'est aussi un euro avec des dés. Donc, puis des chameaux. Ah, ben oui. Eh oui, Marco Polo. J'ai mis le 2. Qui est sorti, quoi, en 2019, 18? 19, ouais. Donc, déjà, quand même, il va avoir 5 ans cette année. 6 ans. En 2025. J'ai de la misère à processer ça. Donc, c'est un jeu euro avec des dés. Donc, on va avoir un certain nombre de dés qu'on va lancer au début de la manche. Puis les résultats des dés, ça va être, dans le fond, les valeurs de nos ouvriers.
pour la manche, puis on va jouer à tour de rôle pour les placer sur une action. On va avoir une carte sur laquelle on va essayer de voyager, donc de faire déplacer notre voyageur qui va aller installer des comptoirs commerciaux dans les différentes villes en Asie, Europe et Asie. Puis il y a des comptoirs qui vont nous donner accès à des actions spéciales dans les villes. Il y en a d'autres qui vont nous donner des revenus de fin de manche. On va essayer de faire des contrats, donc de ressources pour essayer de faire des points. On va essayer d'aller chercher des badges de guildes dans celui-là, donc qui vont nous donner accès à différents chemins sur le plateau, puis qui vont nous donner aussi des revenus potentiellement si on améliore ces tuiles-là. Fait que ça, c'est un bel ajout qui rend le jeu peut-être un peu moins tight que le premier, mais qui donne un peu plus d'explosion dans ce qu'on est capable de faire. Fait que ça, c'est quand même satisfaisant. De ce personnage qui nous donne un pouvoir qui est quand même assez fort, encore une fois. Fait que ça, c'est le fun de naviguer avec ça. On va essayer de faire un set collecting avec les symboles des villes. Fait que plus on a de symboles de couleurs différentes, plus on va faire de points à la fin de la partie. Fait qu'on va essayer de planifier notre chemin en conséquence. Les chameaux ont plein d'utilités. Donc, on peut relancer des dés, augmenter les valeurs des dés. On peut s'acheter des dés noirs qui sont des dés d'action supplémentaires qui ne sont pas à négliger. Fait que les chameaux, c'est la vie dans une partie de Marco Polo. Donc, c'est aussi un jeu que je dois jouer au moins une cinquantaine, soixantaine de parties facilement. Puis on vient justement de commencer un petit tournoi BGA dans le mois de janvier là, avec le monde du Discord. C'est le jeu qu'on a choisi. Donc, mon numéro 2 des jeux euros, c'est Marco Polo 2. Bon, mais c'est le temps de finir ça. Fait que je vais avec mon numéro 1. Je ne reprendrai pas grand personne. J'ai pas encore choisi de jeu de placement d'ouvrier en tant que tel. On se demande laquelle tu as choisi. Ou pas. Et celui-là, il y a une petite mécanique de voyage dans le temps. Boum. On ne l'a pas vu venir. Hein? Fait qu'évidemment, c'est Anachronie. Puis je rajouterai plus particulièrement maintenant avec Fracture of Time, qui est vraiment une excellente extension pour le jeu, mais c'est un jeu quand même assez modulaire. Fait que rapidement, tu es dans le placement d'ouvrier quand même, somme toute assez classique. Tu as différents bâtiments, tu as un plateau personnel qui représente ton espèce de ville à toi ou ta portion de la ville. Puis tu vas aller prendre différentes actions pour collecter des ressources, construire des bâtiments, améliorer ta ville à toi, puis les ouvriers vont toujours avoir en quelque sorte deux stades. Là. Soit tu peux les amener sur le plateau central, mais ils ont besoin d'un mec, soit tu les assignes à ton plateau personnel, mais ils n'en ont pas besoin. Mais tu n'as pas de zone de placement d'ouvriers en début de partie dans ton plateau personnel. Il faut que tu la construises. Fait que tu as un espèce engine building où tu vas être le plus autonome possible. Et éventuellement, comme le jeu, il y a une thématique de catastrophe naturelle, il y a un météorite qui vient tout péter au 4e tour de jeu. Et ça va modifier l'état du plateau de jeu, ça va bloquer certaines actions, ça va te bloquer à toi certaines possibilités de déployer davantage de mecs selon la faction que tu as. Et ça ouvre l'action la plus puissante du jeu, qui est l'action d'évacuation, que tu planifies depuis le tour 1, puis que tu essaies de ne pas être le dernier à la faire, pas nécessairement le premier, mais de ne pas être le dernier à faire cette action-là. Puis cette action-là est toujours divisée en deux. Tu as une base qui te rapporte un certain nombre de points, puis ensuite tu as un multiplicateur. Fait que tu veux évidemment que ton multiplicateur soit le plus efficace possible. Pour aller marquer un maximum de points, rajoute à ça une tonne de modules. Fait que tu peux avoir des mecs qui sont spécialisés, un conseil différent. Tu as 2 modes solo qui existent qui sont différents. Puis tu as une extension Fracture of Time qui te permet d'ajouter une espèce d'aspect un peu push your luck dans le jeu où tu vas réutiliser certains ouvriers, mais tu vas avancer dans une espèce de piste de paradoxe, je ne sais plus quoi, là, dans la ressource. Ça va finir par te péter dans la face, finalement. Ouais, je pense que c'est le paradoxe. Trop souvent. Ouais. Mais le paradoxe, c'est la ressource de base là, quand tu utilises, quand tu te fais venir des ressources du futur, là, parce que tu as une mécanique intéressante que tu peux t'envoyer des ressources du futur et tu dois te rembourser. C'est probablement la mécanique d'emprunt la plus thématique que j'ai jamais vue dans un jeu de société, parce qu'ultimement, c'est juste ça. J'emprunte 10$ puis il faut que je les remette dans 3-4 tours. Mais lui, il te le fait, c'est toi qui te l'envoie du futur. Fait que ça crée du paradoxe si tu attends trop longtemps avant de te le renvoyer. Puis ça peut te causer d'autres problèmes. Fait que c'est vraiment un jeu extraordinaire. Si tu expliques juste le jeu de base à quelqu'un, il n'est pas si pire que ça à prendre en main. Puis après, tu peux rajouter couche et couche et couche de complexité en ajoutant tous les modules. Intéressant. L'un de mes préférés reste aussi le module où tu vas modifier quand est-ce que la météorite va éclater. Ça se peut qu'elle arrive plus tôt, ça se peut qu'elle pète jamais. Fait que c'est intéressant aussi. Donc, mon numéro 1 qui va être dur à déloger, Anachronie. Cool. Bon, ben, on est rendu à mon numéro 1, moi aussi. Il s'agit d'un jeu qui a été réimplanté il y a quelques années par Roxley Games. Il s'agit de Brass Birmingham.
donc qui est une réimplémentation du jeu qui était Brass tout court en 2007. Qui est encore numéro 1 sur BGG présentement. Encore numéro 1 sur BGG, encore numéro 1 dans mon cœur. C'est un jeu donc de construction de réseau. Encore une fois, une mécanique que j'adore énormément, où on va essayer de développer différentes industries et de venir vendre des ressources qu'on a, tout en essayant de gérer, dans le fond, notre portefeuille qui est très, 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 très serré. On va pouvoir emprunter de l'argent, on va pouvoir vendre des ressources. On va essayer de le faire dans un timing le plus efficace possible, mais ces ressources-là doivent pouvoir être pris de leur ville jusque dans des lieux de livraison, dans le fond, là, des ports là, dans le jeu de passe, mais dans ceux-là, des villes. On doit utiliser dans Birmingham des petits tonneaux, et ces tonneaux-là sont limités. On peut se construire nous-mêmes nos propres tonneaux et pouvoir les utiliser, mais on a toujours ceux qui sont déjà disponibles ou même ceux des autres joueurs. Puis ce que ça fait, en fait, c'est qu'on a une espèce de interaction absolument incroyable qui est à la fois positif et négatif selon le flow de la partie puis les opportunités. Et c'est un jeu donc où il va falloir les saisir, ces opportunités-là, pour pouvoir tirer notre épingle du jeu. Donc, c'est un jeu qui va à la fois te demander de réfléchir à long terme sur où tu veux te construire, mais aussi comment tu vas réagir. Donc, il y a vraiment un beau mélange de tactique et de stratégie. On développe notre plateau vraiment à notre façon aussi. Et j'adore tout simplement l'interaction qu'il y a entre les joueurs. C'est un jeu qui est quand même assez simple, puis à la fois complexe. Il y a des petites exceptions qui le rendent des fois un petit peu tannant à expliquer, là, je dirais, là. Mais tout ça est pardonné par le gameplay absolument phénoménal d'un jeu classique de Martin Wallace. Donc, il s'agit de Brass Birmingham. Oh yes. Mon numéro 1, moi, c'est un crossover. Hey, on a eu quand même une couple de crossover, quand même. Oui, on a quelques-uns. Donc, on peut pas faire une liste de jeux euros sans avoir un jeu où on a la gestion un peu de nourriture, de nourrir ses ouvriers. C'est important de nourrir ses ouvriers. Donc, Uwe Rosenberg, qui est le spécialiste des jeux où on doit nourrir nos ouvriers. Puis évidemment, son meilleur jeu, c'est À la gloire d'Odin, qu'on a parlé tantôt avec Pierre-Marc. Donc, ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est qu'il y a justement le fait qu'on gagne nos ouvriers au fur et à mesure. Donc, la partie avance, puis on va gagner nos ouvriers tous en même temps. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir l'avantage d'avoir plus d'ouvriers à un moment donné que les autres. Tu sais, ça progresse. Puis c'est dans tes choix d'action que justement tu vas devoir te démarquer. Puis des choix d'action dans ce jeu-là, t'en manques pas. Donc, c'est ça. On fait tout le temps la joke qu'il y a 62 spots d'action. Là, mais c'est même pas une exagération. Là. Je suis peut-être à 2-3 spots près là, du vrai chiffre. Là, mais c'est ça. C'est un plateau avec plein de choix. Puis, selon la colonne d'action que tu choisis, tu vas utiliser 1, 2, 3 ou 4 ouvriers. Fait que tu as beaucoup d'ouvriers, mais des fois, il y a des actions qui en prennent 4. Mais c'est des actions vraiment fortes. Puis toute la mécanique des tuiles, comment ça fonctionne. Tu sais, c'est con à dire, mais les tuiles de Polymino sont thématiques. Ils représentent différents types de ressources. Tu sais, les couleurs orange, c'est de la nourriture végétale. Les couleurs rouges, c'est de la nourriture animale. Puis après ça, les vertes, c'est des trucs un peu plus de prestige. Puis les bleus, encore plus de prestige. Puis t'essayes de montrer aux autres clans que tu as plus de prestige. Fait que le but, c'est d'avoir justement ces tuiles-là de richesse sur ton plateau de clan, si on veut. Puis là, évidemment, il y a des petites règles de placement de polymino classiques là, dans l'adjacence avec les couleurs et tout ça. Fait que faut que tu manœuvres le plus possible pour couvrir le plus d'espace parce que c'est un jeu que, étrangement, tu commences pas à 0 points à ce jeu-là. Tu commences à moins 87. Fait que, tu sais, si tu fais une game de 40 points, mais t'as pas fait 40 points, t'en as fait 40 plus 87 au final. Fait que c'est ça. Mais non, à chaque game, je suis comme...
maudit que c'est le fun, puis de voir toutes les avenues que tu peux faire, puis tous les types de stratégies que tu peux développer, puis que tu dois t'adapter un petit peu aussi à ce que les autres font, parce que c'est un placement d'ouvrier classique. Si quelqu'un est à un spot, ben, il est bloqué, tu peux pas y aller. Fait qu'il faut que tu trouves d'autres choses à faire, puis de comment maximiser les ressources que tu as, les tuiles que tu as, comment les placer aussi. Fait qu'il y a vraiment le meilleur monde de ces types de jeux, là, ces jeux de placement d'ouvriers pur, puis ces jeux de placement de polyomino pur. Fait que là, on est vraiment dans le mélange des deux. Fait que c'est vraiment, je pense, une symbiose parfaite là, de ces deux genres-là. Fait que vraiment cool, à la gloire d'Odin, qui pour moi, c'est comme mon jeu euro là, que je vois en premier quand je pense à ce type de jeu-là. Je pense à celui. Je pense à Agricola souvent comme premier type de jeu euro, mais Agricola, je trouve un peu trop de défauts. Fait que non, j'aime pas mal mieux à la gloire d'Odin. Fait que c'est mon jeu euro numéro 1 à la gloire d'Odin. Tous des bons choix. Oh. Tout est bon choix. Yes, ça fait que ça conclut notre top 10 des jeux euro. On inviterait évidemment les gens qui viennent de nous écouter à partager vos choix en commentaire sous la vidéo. Donc, écrivez-nous c'est quoi votre top 10 de jeux euro ou de juste de nommer vos favoris là, dans le style de jeux euro. C'est quoi les jeux que vous préférez? Donc, on va être content de lire ou sinon, vous pouvez commenter aussi nos choix. On a quand même des 3 styles de joueurs euro assez différents. On a quand même des choix assez variés. On a eu quelques crossovers par-ci, par-là, mais je pense qu'on a quand même touché à pas mal de styles de jeux euro différents. Fait que devrait en avoir pour tous les goûts. Ben, merci beaucoup, les gars, pour ce top 10. Merci de l'invitation. Ben oui, merci. C'était bien le fun. Donc, on va inviter les gens à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, avec les petits bonhommes en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon avec des petits dons mensuels qui donnent accès à notre serveur Discord. Et sinon, ben, on va vous souhaiter une excellente journée et continuez de gamer. Ciao.